Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Vous avez vu le titre un peu mystérieux. À chaque fois, je fais des titres un petit peu, enfin pas à chaque fois tout le temps, mais à la fois un peu accrocheurs. Je vais pas dire mensonger, c'est jamais mensonger, mais je fais en sorte de titiller un peu générer un peu de suspense. Vous allez voir que je vais pas directement parler de matière noire, énergie noire et tout ça, parce que déjà, je vous avais prévenu la dernière fois quand j'avais annoncé le sujet, c'est pas ma spécialité. Hein, moi, là-bas, moi, je suis astrophysicien, mais je suis spécialisé en exoplanétologie, recherche d'exoplanètes, leurs propriétés, etc. Ça veut pas dire que j'ai pas de connaissances dans d'autres domaines de l'astrophysique. Beaucoup de sujets de conférences qui touchent à autre chose que les exoplanètes, heureusement. Mais c'est tellement vaste comme domaine, l'astrophysique et puis la physique en général. On peut pas être expert dans tous les domaines. Et celui-ci, particulièrement, je suis pas expert. Voilà, c'est très très poussé, très pointu, c'est très très théorique, d'accord. Globalement, c'est des maths, c'est des formules qui font la taille de trois fois l'écran pour le moins de phénomènes. Donc c'est complexe et voilà, moi ça atteint mes limites. Donc voilà, j'ai des connaissances un peu de base. Je me renseigne comme à chaque fois pour chaque sujet de conférence que je fais sur ces thématiques-là, mais voilà, sachez qu'il y aura peut-être certaines de vos questions ou encore plus que d'habitude, j'aurai pas de réponse. Ça m'arrive souvent de pas avoir de réponse ferme et claire à vos questions, mais ça c'est un peu le principe en science. On n'a pas réponse à tout et on est toujours limité par ce qu'on est capable d'observer, ce qu'on est capable de mesurer, ce qu'on est capable de comprendre aussi. Certains phénomènes, on n'a peut-être même pas la capacité cognitive de les comprendre. Là, c'est particulièrement le cas. Vous allez voir, on va arriver à plein de fois à des stades où on dit bon bah c'est comme ça, on observe ça, on ne sait pas d'où ça vient, on fait des hypothèses de l'existence de tel ou tel phénomène, mais on n'a aucune preuve de ce que c'est concrètement. Donc on va parler de ça un peu aujourd'hui, mais je vais passer ça dans un contexte pour que ce soit bien clair pour vous, et après ben, ça va soulever pas mal de questions, et certaines ben, n'auront pas de réponse. Donc on parle d'un univers qui est globalement vide. L'univers, en grande partie, c'est du vide, il n'y a rien. Et puis de temps en temps, on croise une étoile, une planète, un peu de poussière, du gaz qui se balade. Parfois, des trucs encore plus petits, des petits cailloux qui se baladent, des comètes, des astéroïdes. Mais globalement, l'univers, c'est du vide. Ok. Alors, on va discuter aujourd'hui du Big Bang, donc vraiment de la naissance de l'univers. Ok. Comment est-ce qu'on a émis l'hypothèse de cette naissance de l'univers qu'on a appelée Big Bang? D'où viennent nos hypothèses par rapport à l'instant du commencement de l'univers? Et puis, qu'est-ce qui régit le fonctionnement de notre univers? Les lois fondamentales. Donc, je vais parler des quatre principales forces qu'on rencontre dans l'univers. Après, il y a beaucoup d'autres lois et d'autres choses qui en découlent, mais on a quatre forces élémentaires qui décrivent un peu les interactions de base entre les composants de notre univers. On va également parler, bah du coup, j'en ai parlé dans le titre, donc forcément que j'en parle, de l'énergie noire. Et puis, je sais pas pourquoi j'ai ça au milieu là. Voilà, je l'ai plus. Et de la matière noire. À nouveau, j'ai mis dans le titre, je suis obligé d'en parler. Oui, Est-ce qu'il y a moyen de baisser la lumière c'est parce qu'il y en a là sur ouais. l'écran. Alan va pouvoir nous aider, je pense. Voilà. Il est en train d'intervenir. Si. Donc, C'est une hauteur, ils sont très manuels. il y a un store à baisser, c'est ça? Ça, c'est le système D là. Faut être grand. Voilà. Ah oui, effectivement. Vous voulez que j'atteigne celui-ci? Non, c'est bon. Ok. Donc, voilà un peu les thématiques qu'on va aborder. On va faire un peu, en gros, la chronologie de la naissance de l'univers. Et puis, au fur et à mesure des différentes étapes, ces différentes thématiques-là vont apparaître pour expliquer ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais encore une fois, vous allez voir, c'est pas forcément évident et j'ai pas réponse à tout. Vous avez vu, je prends beaucoup de pincettes pour ce sujet. Plus que d'habitude. J'ai aucun souci à pas avoir de réponse à certaines choses, mais c'est vrai que là, c'est quand même complexe. On va commencer déjà par les premières images qu'on a réussi à obtenir du commencement de notre univers. Alors, elles ont été obtenues par un instrument comme celui-ci, même directement par cet instrument-là, qui est une antenne qui est capable d'observer la lumière dans le domaine des micro-ondes.
Donc les micro-ondes, hein, c'est pas seulement pour faire chauffer votre nourriture dans un four, c'est un domaine de la lumière avec des longueurs d'onde qui sont de l'ordre du centimètre. D'accord ? Millimètre, centimètre. Donc des longueurs d'onde assez grandes. Hein, si on compare à la lumière visible, c'est des longueurs d'onde du nanomètre. D'accord ? Donc les micro-ondes, c'est des basses fréquences, c'est de la lumière avec peu d'énergie. D'accord ? Et on peut observer de la lumière de ce domaine-là avec une antenne comme celle-ci. Donc là, on est dans les années 60. Et à l'origine, ce dispositif-là a pas été conçu pour l'étude de phénomènes astrophysiques, mais a été conçu pour étudier juste le bruit généré par le ciel pour mieux pouvoir le caractériser, comprendre un peu ce bruit et pouvoir le soustraire afin de pouvoir mieux communiquer avec les satellites en orbite. Alors, c'était l'époque des premiers satellites en orbite, satellites de communication, satellites aussi militaires, etc. Et puis, le principe, c'est de pouvoir communiquer avec ces satellites facilement. Et pour ça, la communication avec un satellite, elle se passe comment ? Avec de la lumière. D'accord ? Donc, si on a un satellite qui est en orbite, qu'on arrive à peu près à pointer avec une antenne pour récolter de l'information qui nous envoie par la lumière, mais que cette lumière est noyée dans un espèce de bruit ambiant qui vient de l'espace, on ne va pas réussir à communiquer de manière qualitative. Donc on a besoin de comprendre et de bien maîtriser le bruit émis par l'espace, la lumière émise par le cosmos, pour pouvoir la soustraire et communiquer facilement avec un satellite. C'est ça l'objectif de départ, et c'était deux techniciens, deux ingénieurs qui s'appelaient Penzias et j'ai un trou de mémoire sur le deuxième, et Wilson, pardon. Penzias et Wilson, donc qui travaillaient sur cette antenne pour étudier le bruit de fond du cosmos, mais pas avec un objectif de comprendre l'univers, vraiment objectif de communiquer avec des satellites, d'accord ? Et puis, en pointant leur antenne dans différentes directions, ils se rendent compte qu'ils reçoivent un signal constant, non négligeable, d'accord, qui est constant dans le temps, constant quelle que soit la direction dans laquelle on pointe l'antenne, et qui n'était pas lié à une source terrestre. C'est pas qu'il y avait une antenne à proximité qui émettait ce signal, c'est pas une ville à proximité, c'est pas des interférences qui seraient produites par un instrument humain, enfin en tout cas d'origine humaine. Ils ont même eu, et ça c'est beau, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire, ils sont même rentrés dans le cône ici de réception pour nettoyer les fientes de pigeons qui s'étaient installés et puis les virer de là, parce qu'ils se sont dit d'où peut venir ce bruit qu'on n'arrive pas à expliquer. Bon. Ils ont tout testé et au final, ils se sont rendus compte vraiment qu'ils étaient en train de mesurer un signal à une longueur d'onde précise, 6,3 cm. C'est la longueur d'onde de la lumière qui était écoutée, on dit souvent écoutée dans ce domaine-là, mais qui était observée par ce télescope, parce qu'au final, c'est un télescope, ça collecte de la lumière. Et voilà, ils avaient un signal uniforme à cette longueur d'onde-là qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Et le hasard fait que à proximité, il y avait des chercheurs de Princeton, si je dis pas de bêtises, je vérifie mes notes, de l'université de Princeton, qui étaient en train d'étudier une théorie qu'ils avaient sur le fait que, au moment de sa création, ou pas longtemps après sa création, l'univers aurait émis une lumière qui serait encore observable aujourd'hui, d'accord, et qui serait dans ces domaines de longueur d'onde-là. Et qui aurait normalement on serait baigné dans des photons qui auraient été émis peu après la naissance de l'univers et qu'on serait capable d'observer, d'accord ? Mais c'était encore une théorie à ce moment-là, ils n'avaient pas encore vérifié observationnellement cette théorie-là, et donc il s'avère que, complètement par hasard, on a une entreprise de télécommunications qui fait des tests pour communiquer avec ces satellites, qui mesure un bruit étrange, et à côté, il y a des chercheurs qui ont émis une hypothèse comme quoi il y aurait un bruit de lumière émis par la création de l'univers. Ils s'en font rendu compte, ils se sont mis à discuter ensemble, ils ont publié des papiers autour de ça. Donc, Wilson et Penzias, donc les deux techniciens et les ingénieurs, eux, ils ont écrit un papier très technique, vraiment factuel, sur qu'est-ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils ont mesuré, sans aller chercher d'un côté
d'explication du phénomène physique. Et en parallèle, les chercheurs de Princeton, qui s'appelaient, du coup, je vais aussi noter, Dyke et Pebbles, eux ont écrit un papier vraiment sur l'explication physique de l'origine de ce signal. Puis je vais vous en parler après. Au final, c'est assez alors c'est drôle pour nous, pas pour eux. Les deux ingénieurs de l'entreprise de télécommunications ont obtenu un prix Nobel une dizaine d'années plus tard, et pas les chercheurs de Princeton. Bon, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un espèce de prix Nobel commun ou quelque chose comme ça, mais bon. Le fait est que ça s'est passé comme ça, donc c'est une histoire assez cocasse, hein. Mais voilà, ils ont découvert au final ce qu'on appelle maintenant le fond diffus cosmique, hein, le CMB, Cosmic Microwave Background. Donc c'est une lumière qui est à présent dans les micro-ondes, d'accord, qui est le témoin de la naissance de l'univers. Vous allez voir un petit peu après la naissance de l'univers. Alors, je vous ai habitué toujours à des belles images. Hein. Ça fait quelques années maintenant que je fais ces conférences, puis à chaque fois je vous montre des belles photos. Vous imaginez bien que je vais vous montrer l'image qui correspond à cette découverte, et j'espère que vous allez être impressionnés. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ? C'est interactif, hein, je vous rappelle. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on voit là ? Uniforme. C'est uniforme. Voilà. On peut pas en dire grand-chose de plus. C'est uniforme. Alors, je vous avoue, j'ai un petit peu triché. Hein. C'est pas la vraie image parce que c'était même pas une image qui était collectée par ce télescope. C'était des mesures. D'accord ? Ils pointaient dans une direction, qu'ils avaient des valeurs qui s'affichaient et on pourrait reconstituer. Voilà. Si on avait transcrit ça en image, on aurait quelque chose comme ça, quelque chose de parfaitement uniforme. Et la température de ce qu'on est en train d'observer, ce que je vous rappelle, un objet qui a une certaine température va émettre de la lumière. Actuellement, nous, on est en train d'émettre de la lumière. Moi, je suis en train d'émettre de la lumière, sauf que ma température de surface, ça doit être à peu près 25 degrés, 30 degrés, correspond à de la lumière qui est émise dans les infrarouges. Hein, si on éteint la lumière, on ne voit plus. D'accord ? Parce que la lumière que j'émets, c'est la lumière infrarouge. Si j'étais beaucoup plus chaud, si je faisais quelques milliers de degrés à ma surface, j'émettrais la lumière visible, en bonne partie. C'est pour ça qu'on voit le soleil. Le soleil, sa surface, c'est à peu près 6000 degrés. Et bien, à 6000 degrés, un objet, il va émettre de la lumière visible, principalement. Beaucoup plus chaud que ça, il y aura un peu de lumière visible qui sera émise, mais principalement de la lumière UV, voire même au-delà des rayons X, des rayons gamma, si on a des objets vraiment très très chauds. Par contre, si on va dans l'autre sens, de plus en plus froid, on émet de l'infrarouge, puis évidemment, on commence à émettre des micro-ondes, puis des ondes radio, etc., etc. D'accord ? Et bien là, on observe un objet, un rayonnement qui correspond à un objet qui a une température de 2,7 Kelvin. 2,7 Kelvin, donc les Kelvin, c'est une mesure de température. 0 Kelvin, c'est ce qu'on appelle le zéro absolu. C'est la température minimale, physiquement, qu'on ne peut pas, on ne peut pas aller plus bas que cette température-là. Pourquoi ? Parce que la température, pour ceux qui ne savent pas, c'est la mesure de l'agitation de la matière. D'accord ? Quand on dit il fait 25 degrés, c'est qu'en fait, on est en train de dire que les molécules de l'air ambiant s'agitent et ont une énergie thermique due à leur agitation que nous, on a labellisé comme étant 25 degrés Celsius. D'accord ? Eh bien, si la matière s'agite moins, ça correspond à une quantité d'énergie thermique plus faible. D'accord ? Au bout d'un moment, si on agite de moins en moins une particule jusqu'à la rendre immobile, on a une énergie qui est nulle. C'est ce qui correspond au zéro absolu. Et on ne peut pas agiter moins une particule que immobile, vous êtes d'accord ? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est une température plancher. On ne peut pas aller en dessous de cette température-là. Et bien là, on a un objet qui est seulement 2 degrés au-dessus de cette température plancher. Alors, je dis un objet, mais ce n'est pas un objet, c'est notre cosmos. Et on se demande un peu qu'est-ce qui émet cette lumière et d'où ça vient. Oui ? Ça va être noir pour nos yeux, quoi. Alors, pour nos yeux, c'est noir. C'est pas de la lumière visible. Là, moi, je vous ai mis une couleur pour... Non, je vous affiche juste un écran noir. Alors, je vais être encore moins impressionnant. Mais pour nos yeux, c'est invisible. Si on observe dans le domaine des micro-ondes, alors ça devient visible. Très faible, mais visible. Pour un télescope qui est capable d'observer dans ces domaines de longueur d'onde. D'accord ? C'est la même logique que les lunettes à infrarouge. D'accord ? Avec les lunettes infrarouges, vous pouvez voir les lunettes de vision nocturne, vous pouvez voir les infrarouges. C'est pour ça que l'armée utilise ça ou dans d'autres domaines. Et là, on voit les corps chauds, entre guillemets. Donc, on voit le corps humain, on voit les animaux, on voit tout ce qui est environnant, qui a une température de ce ordre-là, parce qu'on émet cette lumière-là. Donc là, on a vraiment une lumière qui est invisible pour nos yeux, qui correspond à un objet extrêmement froid et parfaitement uniforme. Et là,
un petit guide visuel, en fait, on est en train d'observer tout le ciel. Cet ovale-là, c'est juste une projection du ciel dans toutes les directions, d'accord? Et on a quelque chose de parfaitement uniforme. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si on essaie d'obtenir un degré de précision un peu plus élevé sur les éventuelles variations de température qu'il y a à l'intérieur de cette image, on va obtenir ceci. Donc c'est à nouveau tout le ciel qu'on observe, dans toutes les directions. Et si on s'intéresse maintenant, on a toujours globalement la même température, mais on regarde des toutes petites variations. Et on se rend compte que là, on a des variations de quelques fractions de millikelvin. Donc un millikelvin, c'est 1/1000 de degré. Donc là, on a quelques fractions d'un millième de degré entre ici et ici. Donc globalement, c'est la même température, à peu chose près. Okay, et puis là, on se retrouve avec une image qui est déjà beaucoup plus intéressante. Alors vous allez me dire, ça fait penser au yin et yang, etc. Faut pas y voir quelque chose de mystique ou autre. Hein. C'est juste une projection. Si on mettait ça dans une sphère et qu'on était à l'intérieur de cette image-là, on regarde dans toutes les directions dans le ciel, d'accord? En réalité, on aurait la moitié d'un côté qui serait, on va dire, rouge, et la moitié de l'autre côté qui serait bleu. Pas yin et yang, mais juste la moitié rouge, la moitié bleue. D'après vous, ça peut venir de quoi? Pourquoi est-ce qu'on observe quelque chose d'autant symétrique dans le ciel? Peut-être que c'est les galaxies qui sont d'un côté, le reste, c'est en dehors des galaxies. Là, alors, c'est une bonne hypothèse, mais en l'occurrence, quand on observe les galaxies depuis la Terre, mais qu'on observe les galaxies dans toutes les directions, on se rend compte que c'est relativement uniforme. On voit des galaxies un peu partout. c'est notre vitesse. C'est notre vitesse. Je pensais pas qu'il y en aurait qui diraient ça tout de suite. Bien joué, c'est notre vitesse. En fait, ce qu'on est en train d'observer là, c'est la résultante du déplacement de la Terre à travers le cosmos. Alors, la Terre en elle-même non, mais le système solaire. Donc, c'est le déplacement du système solaire, en l'occurrence dans notre galaxie, qui engendre cette image-là. Alors, on avait déjà discuté un peu de ce phénomène, je vais y revenir après, ce qu'on appelle l'effet Doppler. Je vais vous expliquer en détail comment ça fonctionne, mais ici, on est en train d'avoir la résultante de l'effet Doppler, qui fait que, en se déplaçant dans une direction, eh bien, la lumière qu'on observe dans la direction dans laquelle on va, elle est un petit peu décalée vers le bleu, parce qu'elle est un peu comprimée, elle devient un peu plus énergétique, alors que la lumière qu'on regarde dans la direction de laquelle on vient, donc on est en train de s'éloigner de cette source lumineuse, eh bien cette lumière, elle est un petit peu étirée, vers le rouge, un peu moins énergétique. Donc au final, si on regarde le système solaire, il a un déplacement dans la galaxie, il va pas en ligne droite, mais sur un court instant, il va en ligne droite. Et bien si on regarde vers l'avant, on verrait un peu plus bleu, et si on regarde derrière, on verrait un peu plus rouge. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on observe ici. Donc, on a une information sur notre déplacement dans le cosmos. Très intéressant, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer de plus? Là, on commence à regarder encore les variations encore plus subtiles. On va retirer l'information de cette vitesse. On est capable de le faire. Si on modélise la vitesse de la Terre, on peut soustraire ce signal-là. Et là, on obtient cette image. Ça commence un peu plus à ressembler à un truc intéressant. Ça reste flou, ça reste pas une très bonne résolution pour paraître à ce que je vous montre d'habitude, mais ça reste intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup plus de petites variations, et on a un truc un peu au centre. Ça peut être quoi qu'on observe là? C'est la forme de notre galaxie. Ouais, on est en train d'observer notre galaxie vue de la tranche, vue depuis l'intérieur, de notre point de vue en fait. On voit la tranche de notre galaxie ici qui se démarque. Je vous avais déjà montré ces photos-là. Ça, c'est une photo que j'avais faite dans une de mes missions au Chili. On est en train d'observer ici l'intérieur de notre galaxie, parce qu'on est à l'intérieur. Donc, on voit l'épaisseur de la galaxie comme ça, par sa tranche. Et on voit donc les différents nuages de poussière opaque. On voit les amas d'étoiles. Mais au final, si vous prenez tout le ciel, la galaxie, elle occupe une bande comme ça. Voilà. C'est cette bande qu'on observe ici. Donc, on voit notre galaxie. Très intéressant encore une fois, mais on va dire qu'on la soustrait pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information. On soustrait l'information de notre galaxie et on obtient ça. Et là, ce que vous êtes en train d'observer, ce sont les premières lumières de notre univers. Normalement, vous devriez faire waouh. Non, c'est normal, je fais exprès. Mais voilà, on est en train d'observer les premières lumières de notre univers. Ce qu'on appelle ce fond diffus cosmologique. D'accord? On a des variations de température extrêmement faibles, autour d'une température de 2,7 degrés. D'accord? Mais ces variations, elles sont relativement réparties de manière uniforme. Mais il y a quand même des variations. Alors ça, c'est une image qui a été obtenue par le satellite
Kobe qui était dans les années 90, d'accord, avec une résolution relativement basse. Depuis, on a des instruments beaucoup plus performants, d'accord. On a eu le satellite WMAP qui a réalisé une image à beaucoup plus haute résolution de ce fond d'issue cosmologique. On a appliqué les mêmes raisonnements, hein. Au début, il y avait une espèce de yin et yang. Ensuite, il y avait la galaxie en travers. On a soustrait tout ça. Et là, on obtient une image à beaucoup plus haute résolution de ce qu'on appelle le CMB. D'accord ? Et là, c'est l'image la plus récente qu'on ait, avec le satellite Planck, extrêmement haute résolution. Et on voit qu'au final, on a un univers qui est très homogène. Ces variations de température-là, elles sont très très faibles. D'accord ? Donc on a globalement l'image d'un univers peu après sa naissance qui est parfaitement homogène, à quelques subtilités près. Et ça pose la question de comment l'univers s'est formé, comment on fait pour avoir quelque chose d'autant homogène, pour à la fin donner l'univers qu'on connaît actuellement, qui est globalement du vide, avec de temps en temps des galaxies qui se baladent, et puis à l'intérieur des galaxies, c'est du vide, avec de temps en temps des étoiles, puis autour de ces étoiles, de temps en temps, on a des planètes, d'accord ? Et puis 2-3 autres trucs qui se baladent. On a un peu de poussière et de gaz au milieu de tout ça, mais on a principalement du vide. Donc là, vous avez les premières images de notre univers, et je vais vous expliquer un peu comment on arrive à cette étape-là de l'univers. Donc on va passer par les différentes étapes chronologiques de la naissance de l'univers. Alors, au tout départ, on avait ce qu'on appelle l'ère de Planck. L'ère de Planck, c'est... alors, vous allez voir, toutes les étapes qu'on va discuter là, la plupart, elles se passent en moins d'une seconde. On va passer par une dizaine d'étapes. À chaque fois, on parle de l'ère de quelque chose. Une ère, on a l'impression que c'est quelque chose qui se dure pendant des milliers d'années. Bon, là, c'est des fractions de secondes, hein. Mais il se passe tellement de choses dans ces différentes fractions de secondes que ça mérite d'en parler. Donc, l'ère de Planck, c'est vraiment un âge inférieur à 10 puissance moins 43 secondes. Vous avez un 0, une virgule, 43 zéros secondes. D'accord ? Pendant ce temps infime-là, entre 0 et 0,143, on a une ère de Planck où, en gros, on a un univers à peu près indescriptible qui vient de naître, d'accord ? Où à peu près toutes les lois et les forces fondamentales qu'on connaît sont unifiées et un peu indissociables. C'est globalement un peu décrit par la mécanique quantique, mais on n'arrive pas trop à l'expliquer. Et on a un univers qui est extrêmement dense. En gros, la taille de l'univers à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Planck, c'est 10 puissance moins 35 mètres. C'est-à-dire 35 ordres de grandeur en dessous du mètre. C'est beaucoup plus petit qu'un atome. Bien plus petit qu'un atome. D'accord ? C'est un univers extrêmement compact, avec du coup une densité d'énergie extrême, mais inimaginable. D'accord ? Pendant cette première fraction de seconde. Ensuite, on va avoir une première étape qu'on appelle la grande unification. Alors vous avez vu, on passe de 10 puissance moins 43 secondes à 10 puissance moins 36 secondes. À nouveau, c'est un temps infime, mais il y a plusieurs ordres de grandeur qui se passent en fait. Et là, on va avoir une première étape où la gravitation commence à se démarquer. La force de la gravitation commence à se démarquer. On va en parler juste après de ce que ça signifie. Mais on a déjà une première expansion de l'univers qui commence à se faire. Alors ça reste tout petit, hein. Cette gravitation, c'est quoi ? Vous avez déjà entendu parler plein de fois, hein, la gravitation, on l'expérimente tous les jours, hein. Là, actuellement, grâce à la gravité, je ne suis pas en train de me balader, en train de flotter au milieu de la pièce. Donc, c'est une force qui nous attire vers les objets massifs. D'accord ? Mais n'importe quel objet qui nous entoure est massif. Actuellement, je suis attiré par cette tasse. Elle a une masse extrêmement faible, donc au final, je ne suis pas projeté vers l'avant, vers la tasse. Mais, vu qu'elle a une masse non négligeable, il y a une force qui s'exerce entre elle et moi. Je suis attiré par n'importe lequel d'entre vous ici, par la force de gravitation. Sauf que la Terre, étant beaucoup plus massive, c'est elle qui domine. Et globalement, on est attiré vers le sol. On est attiré vers le centre de la Terre. D'accord ? La gravité, c'est une force qui est assez particulière. Contrairement aux autres forces dont on va discuter après, on n'a pas de particules qui expliquent vraiment la transmission de cette force. Et ça, c'est une hypothèse qui a été proposée par Einstein. C'est que la gravité, en fait, c'est une manifestation, c'est une conséquence de la déformation de ce qu'on appelle l'espace-temps. L'espace-temps, c'est une espèce de maillage dans lequel on évolue. Et un objet qui a une masse, placé dans l'espace-temps, il va déformer l'espace-temps autour de lui. Et plus on est massif, plus on va déformer l'espace-temps autour de nous. Et donc, plus on va influencer un objet, plus ou moins loin de nous, qui a également une masse et qui va subir cette déformation de l'espace-temps. D'accord ? Donc, on va avoir un peu des images après qui permettent d'illustrer un peu ça, mais ça reste des concepts, hein, c'est ce qu'on appelle des expériences de pensée, qui sont compliquées à avoir, hein.
Et on passe par beaucoup de raccourcis et par beaucoup de simplifications parce qu'au final, on n'arrive pas à se représenter vraiment le réel fonctionnement de ces phénomènes. Donc la gravitation, c'est une force qui a pour propriété d'être à une portée infinie. Où que vous soyez dans l'univers, vous ressentez la gravité de n'importe quel objet de l'univers qui existe. Donc actuellement, là, je suis en train de ressentir la force de gravitation d'une galaxie extrêmement lointaine, mais aussi de celle qui est par là, et celle qui est par là, donc au final, ça s'équilibre. Donc c'est une portée infinie, d'accord, mais elle décroît extrêmement rapidement. C'est-à-dire si on s'éloigne d'un objet massif, si on s'éloigne de la Terre, plus je m'éloigne de la Terre, plus la gravité que je vais ressentir est faible. Donc c'est pour ça qu'en s'éloignant un petit peu de la Terre, quelques centaines de kilomètres, on commence à se sentir en apesanteur. On est en train de tourner autour de la Terre, on se soustrait à la gravité. Si on s'éloigne suffisamment, on va sortir du champ d'influence de la Terre et on va se retrouver en train de tourner autour du Soleil. D'accord, on est trop loin de la Terre et la gravitation du Soleil devient dominante par rapport à celle de la Terre. Mais ça reste une portée infinie. Où qu'on soit, on ressent la gravité de tous les objets qui existent. D'accord ? Donc voilà la première force fondamentale de l'univers qui commence à se démarquer dans ce qu'on appelle l'ère de la grande unification. Après, on avance encore dans le temps. Vous avez vu, ça reste des échelles très petites. On n'a toujours pas passé une seconde. On a ce qu'on appelle l'inflation cosmique. Donc là, on a une deuxième force fondamentale qui commence à se démarquer. C'est ce qu'on appelle la force nucléaire forte. Je vais vous l'expliquer après. Et l'apparition de cette force nucléaire forte fait que on était dans un espèce d'état d'équilibre de cet univers extrêmement compact, mais c'est un équilibre instable. Il y avait énormément d'énergie potentielle. Une énergie potentielle, c'est quoi ? C'est une énergie qui demande d'être libérée, qui attend d'être libérée. Là, actuellement, je vais faire avec ça, je ne vais pas le casser comme ça. Là, je viens de conférer de l'énergie potentielle à cette petite housse. C'est la housse de ma télécommande. Là, je vais donner de l'énergie potentielle. Comment est-ce que je peux libérer cette énergie potentielle ? Je la lâche. Voilà. Je viens de convertir de l'énergie potentielle en énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est une énergie de mouvement. Voilà. Là, elle a une énergie potentielle nulle par rapport au sol. Je lui fais rien, elle est immobile. Je la prends, je redonne de l'énergie potentielle. Un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins. Si je la lâche, elle gagne, elle transforme cette énergie potentielle en énergie cinétique. Elle se déplace. D'accord ? On a la même chose, un univers extrêmement compact, d'accord, qui contient énormément d'énergie potentielle et c'est un équilibre qui est instable. Et le moindre changement peut avoir tendance à libérer cette énergie potentielle. Et ben voilà, le fait que notre force nucléaire forte commence à apparaître fait qu'on casse cet équilibre et l'univers subit une première phase d'expansion extrêmement violente. En quelques fractions de secondes, de 10-36 à 10-32, l'univers gagne plusieurs ordres de grandeur. Il va passer de la taille à peu près de cette longueur de Planck qu'on disait, 10 puissance moins 35 mètres, à peu près la taille d'un pamplemousse. Ça paraît bizarre comme analogie, mais voilà, une dizaine de centimètres de diamètre, c'est un pamplemousse. En une fraction de seconde. Donc on est en train de passer d'un univers extrêmement contact avec une quantité d'énergie très importante à un univers qui fait cette taille-là. D'accord ? Elle a toujours la même quantité d'énergie à l'intérieur, mais comme elle est beaucoup moins dense, on commence à s'éloigner de cet équilibre instable. D'accord ? Alors, je vous ai parlé de la force nucléaire forte. Qu'est-ce que c'est que la force nucléaire forte ? Cette deuxième force fondamentale qui apparaît à ce moment-là de l'univers, c'est la force qui va lier les particules fondamentales qu'on appelle les quarks. Ce sont des particules subatomiques qui, lorsqu'on les assemble entre eux, quand on assemble plusieurs quarks entre eux, on obtient des particules, par exemple, comme les protons et les neutrons. Vous connaissez les protons et les neutrons, ce sont les particules qui forment les noyaux des atomes. Si on a un proton, on a un noyau d'hydrogène. Si on commence à en ajouter plusieurs, on commence à former des atomes de plus en plus lourds. Et puis on forme comme ça la centaine d'éléments qu'on connaît actuellement, le tableau périodique des éléments, vous avez déjà vu au cours de votre vie. En assemblant des protons et des neutrons, on forme ces différents composants de la matière. Eh bien, pour former un proton et un neutron, on a besoin de quarks. Donc, ce sont des particules élémentaires subatomiques. Et ce qui tient les quarks entre eux, ce qui les lie entre eux, c'est cette force nucléaire forte. Donc l'apparition de cette force-là, fondamentale, est essentielle pour donner tout ce qui existe autour de nous actuellement. Sinon, on n'aurait pas de composants de la matière. On aurait seulement des quarks qui se baladent et qui ne seraient pas capables de s'associer entre eux. Donc on a l'apparition de la force nucléaire forte. Elle agit seulement à l'intérieur des noyaux atomiques, d'accord, pour associer les quarks entre eux. Un peu comme une colle.
On avance encore, vous avez vu, on n'a toujours pas passé la seconde, ça commence à être long, cette histoire. On arrive à l'ère électrofaible. Alors l'ère électrofaible, c'est cette période où on a justement cette force nucléaire forte et la force nucléaire faible qui apparaissent et qui donnent naissance aux premières particules les plus élémentaires qu'on connaisse, qui sont notamment des bosons. Alors vous avez déjà entendu parler du boson de Higgs, vous avez un peu entendu dans les informations, surtout il y a c'était en 2012 qu'ils ont confirmé la détection du boson de Higgs au LHC. Donc on a des bosons, le boson de Higgs, le boson W, le boson Z. En gros, ce sont des particules qui vont permettre qui vont être le transporteur de ces différentes forces. Les bosons W et Z, eux, vont être les vecteurs de la force nucléaire faible, et le boson de Higgs va être le vecteur de ce qui va conférer de la masse aux particules. On avait émis l'hypothèse de l'existence de ce boson de Higgs, c'est ce qui a été confirmé au LHC, c'est que le boson de Higgs est la particule qui explique le fait que les différentes particules et atomes dans l'univers ont une masse. Donc la manière de se représenter un petit peu ce boson de Higgs, souvent il y a une analogie qui est donnée. Vous imaginez une pièce, une salle de conférence où vous avez du public, d'accord, qui est à un cocktail après la conférence, un public qui est réparti de manière à peu près uniforme dans cette salle de cocktail, d'accord. Et puis, à un moment, passe la porte l'astrophysicien qui a fait la conférence. Et il traverse la pièce pour aller manger des crevettes et boire un verre de champagne. Qu'est-ce qui se passe quand il traverse la pièce? Qu'est-ce qui naturellement va avoir tendance à se produire? On peut voir deux versions. On peut voir la version où ça fait un peu Moïse et puis tout le monde s'écarte pour lui faire le champ libre. Ou deuxième version, tout le monde se rapproche de lui pour aller discuter. Bon, c'est la deuxième version qui se produit, en tout cas dans cette analogie. En traversant la pièce, alors, tout le public va commencer à s'agglutiner un peu autour du conférencier pour échanger avec lui. Et c'est un peu cette analogie-là qui permet de décrire qu'est-ce qui confère une masse à une particule. Vous avez une particule qui se déplace dans l'espace. En fait, cette particule, elle évolue dans ce qu'on appelle le champ de Higgs. C'est une espèce d'éther, d'accord? Et cette particule, en se déplaçant dans ce champ, elle va être ralentie par le champ de Higgs, et en fonction des propriétés de cette particule, elle va être plus ou moins ralentie par ce champ. Et c'est ce ralentissement-là, c'est cette interaction-là qui va donner une masse à cette particule. Et en fonction des propriétés de la particule, elle va avoir une masse plus ou moins importante parce qu'elle aura interagi plus ou moins fortement avec ce champ. Donc le boson de Higgs, c'est la manifestation de ce champ qui confère leur masse aux particules. Donc ça a été une découverte fondamentale sur le fonctionnement de l'univers qui a été faite au LHC il y a une dizaine d'années maintenant. D'accord ? Donc, on a, à cette époque-là, l'apparition de ces différentes particules fondamentales qui vont permettre les interactions entre ces différentes forces. Donc, cette force nucléaire faible, dont je vous ai parlé avant, elle, contrairement à la force nucléaire forte, elle va avoir une action un peu différente. C'est elle qui permet aux quarks, vous vous rappelez, ces composants élémentaires de la matière, qui permet aux quarks de changer un peu de nature. On a différents types de quarks. Ils ont différentes couleurs, ils ont différentes saveurs. C'est des termes, c'est les vrais termes physiques, mais pourquoi ils ont choisi ça comme ça? J'en sais rien. Ils n'ont pas une couleur, on ne voit pas leur couleur, c'est des échelles beaucoup trop petites. Ils n'ont pas une saveur non plus, c'est pas quelque chose qu'on goûte, mais ils ont donné ces propriétés-là. Donc les quarks, ils ont un certain nombre de couleurs, un certain nombre de saveurs, donc différentes propriétés. Et en gros, un quark peut changer entre ces différentes propriétés à l'aide de ces bosons. Ces bosons W et Z, ils permettent ce changement de propriété. Et vous allez me dire, on s'en fiche, ça sert à quoi? Changer la propriété d'un quark, ça fait qu'on va transformer un neutron en un proton, par exemple. Et ça fait partie des processus fondamentaux qui permettent, par exemple, la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est ce qui donne naissance aux éléments de plus en plus complexes. Vous vous rappelez, on en avait parlé, au cœur des étoiles, on a des particules qui se rentrent dedans très fort. Et s'il y a une énergie suffisamment forte, elles se fusionnent. Mais ce processus de fusion, c'est pas juste on les rapproche et puis c'est collé. Il y a plusieurs étapes qui se passent, notamment des changements de propriété des quarks à l'intérieur. Et ces changements de propriété font que on transforme un proton en un neutron, on libère telle particule, il y a plein de choses qui se passent, et on fabrique des atomes de plus en plus lourds. Eh bien, ce qui permet ces changements de propriété des quarks, et donc la fusion nucléaire, ce sont ces bosons. Et donc c'est cette force nucléaire faible. La force nucléaire faible, elle intervient aussi, par exemple, dans la désintégration radioactive. La désintégration bêta, par exemple, c'est le changement de nature d'un atome et qui va émettre de la radioactivité, mais qui permet, par exemple, le fonctionnement de centrales nucléaires, etc. Donc,
Force nucléaire faible, elle porte mal son nom, elle est extrêmement importante aussi. C'est une des forces fondamentales. Elle apparaît, je distingue à cette époque-là. Et enfin, on arrive à une ère, on se rapproche bientôt de la seconde, après la naissance de l'univers. On arrive à l'ère où on a enfin les 4 forces fondamentales qui s'expriment. La 4e, je vais vous la présenter juste après. Et pendant cette période-là, on a la formation des premiers quarks, ces fameuses particules qui vont permettre de former les protons, les neutrons et des éléments plus complexes. On a l'apparition des premiers électrons. Donc c'est ces particules chargées électriquement avec une charge négative qui, elles, vont participer aux interactions chimiques. Et la formation des premiers neutrinos, qui sont des particules élémentaires avec une masse extrêmement faible, quasi nulle, et qui se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière. Et ces particules, elles ont pour propriété, on va en reparler un peu plus tard, de ne quasiment pas interagir avec les différentes forces qu'on vient d'évoquer, et donc elles n'interagissent quasiment pas avec la matière. Elles traversent tout. C'est très rare d'avoir une interaction entre un neutrino et de la matière comme on la connaît. Actuellement, là, vous êtes traversé par des milliards de neutrinos. On s'en rend pas compte. Ça n'a pas de conséquences sur notre corps. Ça déclenche pas des cancers ou autre, c'est juste, ils nous traversent. D'accord ? Vous avez entendu parler de l'expérience qu'il y avait eu, pareil, il y a une dizaine d'années, entre Genève et le laboratoire de recherche du Gran Sasso en Italie. Donc, ils avaient une expérience où en gros ils envoyaient un faisceau de neutrinos entre l'Italie et Genève à travers la croûte terrestre, il y a à peu près 700 km de distance à parcourir. Donc ce faisceau de neutrinos il traverse la croûte terrestre comme si de rien n'était. Puis après on a des techniques pour réussir à détecter les neutrinos quand ils arrivent. D'accord ? Et ils faisaient une expérience qui au final les a menés à la conclusion qu'ils avaient mesuré des neutrinos plus rapides que la vitesse de la lumière. Puis ça, c'est une découverte complètement incroyable. On considérait jusque-là, c'était je crois que je venais de commencer mes études en physique. Je crois que j'étais en première année, donc c'était en 2011-2012. Et on a une découverte où en gros, on trouve une particule qui est plus rapide que la lumière. Et ça casse complètement toutes les idées qu'on avait, les modèles, etc. sur la physique de notre univers, parce qu'on considérait que la lumière, c'était une particule qui avait une vitesse absolue et qui était impossible à dépasser. Puis là, on mesure des neutrinos plus rapides. Bon, vous avez entendu la suite, je pense. Ils se sont plantés. Ils se sont plantés sur la mesure de la distance entre le point de départ et le point d'arrivée du faisceau. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas plantés de beaucoup. C'est pas, ils se sont plantés de 1 kilomètre ou autre. Ils se sont plantés de quelques nanomètres. Parce qu'à ces vitesses-là, si on ne mesure pas bien la distance et qu'on chronomètre combien de temps il faut pour parcourir cette distance, il suffit de se tromper d'un tout petit peu pour avoir une vitesse fausse. La vitesse, c'est facile, c'est distance sur temps. Si vous trompez sur la distance, que la distance est un poil trop grande ou un poil trop petite, vous changez la vitesse. Bon, au final, ils s'étaient trompés, ils ont mal mesuré la distance, et ils ont dû annoncer publiquement qu'ils s'étaient trompés, etc., etc. Donc, ils n'ont pas complètement révolutionné la physique avec cette expérience-là. Ils ont confirmé que les neutrinos étaient effectivement presque autant rapides que la lumière, mais pas autant. Voilà. Donc, ça reste assez mystérieux, ces neutrinos, on va en reparler après. Donc, voilà, on a à cette période-là les premiers composants primordiaux de la matière qui vont apparaître. D'accord ? Quelle est la taille de l'univers à chaque univers ? Alors, j'ai pas noté à chaque fois, mais en gros, là, on est après cette inflation cosmique. Donc là, on est à quelques... ça va vite. Donc là, on était à l'intérieur d'un pamplemousse. Là, maintenant, on est à plusieurs dizaines de milliers, millions de kilomètres. Voire même plus que ça, je pense. J'ai une étape après où je vous donne la taille. Je n'ai pas noté entre chaque parce que c'est des estimations. Mais ça grandit très très vite. Donc on a cette dernière force maintenant qui est apparue à cette époque-là, ce qu'on appelle la force électromagnétique. Vous en avez déjà entendu parler. On parle d'ondes électromagnétiques. C'est quoi au final une onde électromagnétique ? C'est la lumière. La lumière, c'est une onde électromagnétique. D'accord ? C'est la manifestation de cette force, d'accord, qui est une combinaison d'un champ magnétique et d'un champ électrique. On a des particules de lumière, ces photons, qui sont à la fois des ondes et une particule. Ça, c'est un sujet discussion qui pourrait durer longtemps. Et c'est cette force qui va lier les électrons au noyau atomique. Donc si je résume, on a la gravitation qui, elle, va influencer les particules qui ont des masses, cette masse qui est conférée par ces bosons de Higgs, et des particules qui ont des masses vont se retrouver attirées entre elles de par l'existence de la force de gravité. On a la force nucléaire forte
qui va permettre d'associer des quarks ensemble et de créer des protons et des neutrons, par exemple. On a la force nucléaire faible qui, elle, va permettre de changer la nature de ces quarks et donc de changer un proton en un neutron et d'autres transformations qui vont permettre de la fusion nucléaire, de la désintégration radioactive, etc. Et enfin, on a la force électromagnétique qui, elle, permet aux électrons d'être associés à un noyau composé de neutrons et de protons, d'accord, et qui va donc permettre d'équilibrer la charge d'un atome. Jusque-là, avant l'apparition de la force électromagnétique, on avait des électrons qui se baladaient, des quarks, etc., qui commençaient à s'associer un peu en protons, en neutrons, mais ça restait des particules chargées électriquement qui n'arrivaient pas à s'associer ensemble. Donc on avait des électrons charge négative et des protons charge positive qui se baladaient séparément. Donc on avait un univers qui a son espèce de soupe de matière ionisée. Une matière ionisée, c'est une matière qui a une charge électrique. D'accord ? Donc, jusque-là, on n'avait pas d'association entre les deux. Et puis à partir de l'apparition de cette force, vous avez vu, hein, c'est juste au début, hein, mais il y a plein d'étapes, eh bien on peut commencer à associer des électrons à des noyaux atomiques et donc avoir un univers qui commence à devenir neutre électriquement. On équilibre les électrons et les protons. D'accord ? Donc on a les 4 forces fondamentales de l'univers qui sont apparues dans les premières fractions de seconde. Ensuite, on a enfin atteint une seconde, on a cette ère des hadrons. Alors les hadrons, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des particules qui sont composées des particules fondamentales, notamment les protons et les neutrons. Les protons et les neutrons sont des hadrons, c'est une grande famille. D'accord ? Donc on commence à avoir, après une seconde, enfin jusqu'à une seconde, la formation des premiers composants essentiels pour avoir des éléments différents. On a des protons et des neutrons qui naissent, et ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir des collisions extrêmement fortes entre les électrons et les protons, et ces collisions vont produire, ils vont produire des neutrinos. Et ces neutrinos, eux, vont commencer à se répartir partout dans l'univers, parce qu'ils n'interagissent pas avec les autres particules. D'accord ? Donc on commence à avoir un univers qui est de plus en plus grand, une espèce de soupe de protons et d'électrons, etc., et de neutrons qui devient un peu plus neutre, et des neutrinos qui sont émis en pagaille dans le processus. D'accord ? Ensuite, là, vous avez vu, ça commence à devenir des échelles de plus en plus... Au final, c'est de plus en plus lent, hein, parce que l'ordre de grandeur, entre 10-43 et 10-36, on a 7 ordres de grandeur, alors qu'entre 1 seconde et 3 minutes, on a 1 ordre de grandeur, 2 ordres de grandeur, pardon. 3 minutes, c'est 180 secondes. Donc entre 1 seconde et 180 secondes, il y a un facteur 180, c'est 2 ordres de grandeur. Là, il y en a 7. Donc on a l'impression que ça va de plus en plus vite, mais en fait non, ça va de plus en plus lentement ce qui se passe. D'accord ? Donc ici, on a l'ère des leptons. Alors les leptons, qu'est-ce que c'est ? Les leptons, ce sont principalement les électrons et les positrons. Ce sont ces particules chargées électriquement. Électrons et positrons, c'est particules antiparticules. Je ne vais pas trop me plonger dans le sujet de la matière et de l'antimatière, on va l'évoquer un petit peu, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que déjà moi je ne le maîtrise pas, et c'est complexe. On va l'évoquer à deux, trois moments. Mais en gros, pendant cette période-là, on va avoir la plupart des protons et neutrons qui vont s'annihiler avec leurs antiparticules, les antiprotons et antineutrons. Ils s'annihilent ensemble. Quand ça se rencontre de la matière et de l'antimatière, ça s'annihile, ça libère de l'énergie, mais les particules en elles-mêmes disparaissent. D'accord ? Et donc, il y avait une espèce de quasi-équilibre entre matière et antimatière, entre protons, neutrons et antiprotons, antineutrons. Quand ils se rencontrent, ils s'annihilent, ça libère de l'énergie, mais ils disparaissent. Et donc, quasiment tous ces hadrons disparaissent. Et on se retrouve principalement avec des leptons, des électrons et des positrons, qui dominent l'univers. L'univers, c'est quasiment que des électrons et des positrons à cette époque-là. Donc c'est un univers principalement composé d'énergie et pas de matière. Alors il y a une conversion entre la matière et l'énergie, hein, mais à cette époque-là, on a quasiment que de l'énergie dans l'univers. D'accord ? Et on a donc ces collisions qui peuvent également avoir lieu entre ces électrons et ces positrons, et ça va donner naissance à des photons. Les photons, c'est ces particules de lumière. Donc on a un univers qui va commencer à émettre de la lumière. Sauf que cette lumière, elle va pas pouvoir s'en échapper. Elle va pas pouvoir se propager librement. Ça reste un univers qui est dense, d'accord ? Et le moindre photon qui va être émis va tout de suite rencontrer un électron, un positron qui se balade et interagir avec. Donc on n'a pas de lumière, on n'a pas un univers qui brille pour l'instant. Ça reste un univers opaque. D'accord ? On avance encore un peu, et là, on arrive à un terme qui est assez impressionnant comme ça, mais qui est majeur, c'est la nucléosynthèse primordiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on commence à former les premiers noyaux atomiques.
grâce aux différentes forces qu'on a évoquées avant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le faire avant? Parce que l'univers était beaucoup trop chaud. Donc toutes les collisions qui avaient lieu entre les différentes particules faisaient que ça détruisait la particule, ça allait changer sa nature, etc. On ne pouvait pas avoir l'association, grâce aux différentes forces qu'on a évoquées, l'association des particules fondamentales pour former des noyaux atomiques. À force de grandir cet univers, vous vous rappelez, un gaz, quand on lui donne plus de place, il refroidit. Donc plus cet univers grandit au cours du temps, plus il refroidit, et donc on peut maintenant commencer à associer des particules entre elles et former des atomes. Donc il s'est écoulé 20 minutes, enfin entre 3 et 20 minutes depuis la naissance de l'univers, et on commence à avoir les premiers noyaux atomiques qui se forment. D'accord? Parce que la température le permet. On a de la fusion nucléaire, d'accord? Grâce à la force électrofaible, etc., etc. Et on a les premiers noyaux d'hydrogène, d'hélium et de lithium qui se forment. Donc c'est les éléments les moins massifs dans le tableau périodique. D'accord? Pour l'instant, ils sont encore chargés électriquement, ionisés. Ils n'ont pas encore d'association tout le temps avec les électrons parce que c'est tellement un univers chaud et énergétique que les électrons ils sont arrachés par des collisions, ils sont arrachés au noyau atomique. Donc on a un univers qui est ionisé, c'est un plasma. D'accord? Après 20 minutes, c'est assez court, hein, ça dure 17 minutes cette histoire. Après 20 minutes, la température devient trop basse, parce qu'on grandit très vite, et on ne peut plus avoir de fusion nucléaire. Vous vous rappelez, le processus de fusion nucléaire, on en a déjà parlé plusieurs fois, il faut des énergies très importantes, il faut des températures très élevées. Pourquoi? Parce qu'il faut que les atomes se rentrent dedans suffisamment fort pour aller au-delà de la force nucléaire et surtout de la force électromagnétique qui garde les électrons, etc., pour fusionner ces noyaux ensemble et donner naissance aux noyaux plus lourds. Si la température n'est pas assez élevée, on n'a pas l'énergie suffisante pour passer ces barrières énergétiques et donc à fusionner les noyaux. Donc, 17 minutes, on forme la quasi-intégralité des composants de notre univers actuel. En 17 minutes, on forme tous les noyaux d'hydrogène, d'hélium et de lithium qui existent aujourd'hui. Et à partir de ce qui a été formé en 17 minutes, on va avoir tout le reste qui va s'associer. On commence à avoir les premières étoiles beaucoup plus tard, on va en parler après, qui, elles, vont fabriquer les éléments plus lourds. Mais 17 minutes suffisent pour créer toute la matière dans notre univers. Vous n'êtes toujours pas impressionné. Bon, ok. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, hein, que je raconte beaucoup de choses, mais ça, c'est le genre d'infos qu'il faut garder en tête. Ok ? Il y a plein de choses qui se passent très vite. Après, il y a un truc qui paraît très long, 15 minutes, par rapport aux fractions de seconde avant. Mais en 15 minutes, on forme toute la matière de l'univers. C'est quand même assez fascinant, quoi. Ensuite, entre 20 minutes et 380 000 ans, vous allez me dire, mais c'est bizarre quand même, c'est valeur, mais c'est comme ça. Il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose. On va avoir un univers qui est principalement opaque, dans le sens que il est encore assez dense et tous ces éléments atomiques qui ont été formés, ils vont incessamment interagir avec les photons qui se baladent. Ces photons vont entrer dedans, vont être absorbés, etc. et vont faire que les photons, ils n'arrivent pas à voyager librement. C'est ce qu'on appelle un milieu opaque. On n'a pas la lumière qui peut se propager facilement à l'intérieur. Donc notre univers, il reste sombre. D'accord? Et il y a toujours des neutrinos. Il y a toujours ces émissions de neutrinos, etc., qui se baladent. Mais la lumière, pour l'instant, elle n'arrive pas à se déplacer librement. Qu'est-ce qui se passe à 380 000 ans? On arrive à cette fameuse ère de la recombinaison. Alors, accrochez-vous bien. Notre univers, il est à peu près à 3000 degrés. Ok? 3000 degrés, c'est pas très chaud. Alors pour nous, c'est très chaud, mais le Soleil, il est à 6000 degrés en surface, par exemple. Donc 3000 degrés, c'est pas très chaud. À 3000 degrés, le fait est que les photons qui sont émis par cette espèce de bouillasse de plasma, les photons n'ont plus assez d'énergie pour interagir avec les atomes environnants, donc les atomes d'hydrogène principalement. On a quasiment que de l'hydrogène, un peu d'hélium et très peu de lithium. Et ben les photons qui se baladent, ils n'ont plus assez d'énergie pour interagir avec les atomes environnants. Comme ils n'interagissent plus avec, ils peuvent voyager plus librement. Et donc, à cette température-là, en dessous des 3000 degrés, après ces 380 000 ans il ne se passe pas grand-chose, on commence à avoir un univers qui devient transparent à la lumière. Les photons peuvent se propager librement à travers cette soupe d'hydrogène et d'hélium. Et on a donc la possibilité pour les noyaux,
qui sont plus constamment harcelés par les photons, de s'associer avec les électrons et, à nouveau, de former un univers neutre électriquement. Parce que ces électrons ne sont plus arrachés par l'interaction avec les photons. Donc les photons, ils se baladent comme ils veulent. Les noyaux atomiques ionisés, ils attrapent des électrons, ils deviennent neutres. Donc on a un univers, c'est cette fameuse recombinaison, c'est la réassociation entre, qui n'avait pas encore vraiment eu lieu, entre les noyaux atomiques et les électrons. D'accord ? Et on a ce découplage du coup entre photons et matière. L'univers devient transparent. D'accord ? Et c'est cette époque-là qui correspond, et on reboucle la boucle, à l'émission de cette image. L'univers devient transparent, la lumière commence à se propager librement. On a une première photo de l'univers. Ce fond d'issue cosmologique. Sauf qu'à l'époque, il était à quelle température, on a dit ? 3000 degrés. Maintenant, il est à combien ? 2,7 degrés. Ah, je dis degrés, pardon. 2,7 Kelvin. Donc il passe de 3000 Kelvin à 2,7 Kelvin. Comment ça se fait ? L'univers grandit. Comme l'univers grandit, une part il refroidit, et il y a ce fameux effet Doppler dont on a parlé tout à l'heure et qu'on va reparler maintenant, on va en rediscuter maintenant, qui fait que en fait, cette image de l'univers qui a été émise à peu près à 380 000 ans, au moment où l'univers est devenu transparent, et cette image, elle a continué à évoluer, mais l'univers pendant ce temps-là a grandi. Et donc, cette image s'est transformée, s'est refroidie, jusqu'à aujourd'hui atteindre cette température de 2,7 Kelvin. Alors, au final, je vais vous expliquer quand même je vais vous expliquer l'effet Doppler. L'effet Doppler, qu'on appelle aussi le redshift. Alors, le redshift, c'est le décalage vers le rouge. Pourquoi on parle de décalage vers le rouge ? En fait, il y a aussi un décalage vers le bleu. Comment ça fonctionne ? Ici, vous avez ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Donc, c'est la décomposition de la lumière dans ses différentes gammes d'énergie. D'accord ? Les faisceaux de lumière, une partie de la lumière, ici, là, c'est ce qu'on appelle la lumière visible, c'est ce que nous, couramment, on appelle la lumière. Hein. C'est ce qu'on voit avec nos yeux, les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Et nos yeux, ils sont adaptés à cette gamme d'énergie-là. On n'arrive pas à voir dans l'infrarouge, on n'arrive pas à voir dans l'ultraviolet, on n'arrive pas à voir les autres domaines. Pourquoi ? Parce que la Terre, elle s'est formée autour d'une étoile qui est le Soleil, et le Soleil, de par sa température, émet principalement de la lumière visible. Il émet de l'infrarouge, mais en faible quantité, il émet très peu d'ultraviolet, parce qu'il a une température de 6000 degrés en surface, et donc il émet principalement la lumière visible. Donc les espèces vivantes qui se sont développées à la surface de la Terre, elles se sont adaptées, à travers l'évolution, elles se sont adaptées à la majorité de la lumière qui arrivait. C'est pour ça qu'on voit dans le visible. C'est pour ça que les animaux, les chasseurs nocturnes, ils ont des yeux un petit peu adaptés aux infrarouges. Parce qu'ils chassent la nuit, quand il y a beaucoup moins de lumière. Ils se sont adaptés pour chasser la nuit, et donc ils ont une vision qui décale un peu vers l'infrarouge. D'accord ? Mais la lumière visible, vous avez vu, c'est une toute petite partie du spectre électromagnétique. À gauche, des lumières plus énergétiques, on a les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Donc c'est des toutes petites longueurs d'onde, mais beaucoup d'énergie, très haute fréquence. À droite, on a les infrarouges, et après on a les micro-ondes et les ondes radio. Et là, plus on va vers la droite, plus c'est des grandes longueurs d'onde. Donc ça veut dire que l'oscillation de la lumière, elle est de plus en plus lente. Donc c'est des basses énergies. D'accord ? Maintenant, imaginez qu'on est sur Terre, et on observe une étoile, à une certaine distance, qui émet de la lumière blanche. Et maintenant, en fait, cette étoile commence à se rapprocher de nous, à une certaine vitesse. Bien, vous voyez qu'en s'approchant de nous à une certaine vitesse, la lumière qui est émise dans notre direction va être comprimée. Comme elle est comprimée, on comprime la longueur d'onde de cette lumière, et cette lumière, elle devient plus bleue. Elle se dirige, elle devient plus compacte, plus énergétique, donc elle va se décaler vers l'ultraviolet, et puis les autres fréquences après. D'accord ? En s'approchant de nous, ça comprime cette longueur d'onde, elle devient plus bleue. L'étoile en elle-même, elle devient pas bleue. C'est la lumière qu'elle nous envoie pendant son trajet, parce que l'étoile est en train de se rapprocher, qui va donner l'impression d'être plus bleue. On va appeler ça le blue shift, le décalage vers le bleu. D'accord ? Si elle se rapproche très très vite, c'est même pas vers le bleu, c'est vers l'ultraviolet, etc. À l'inverse, cette même étoile, si on se place de l'autre côté, et qu'à ce moment-là, elle s'éloigne de nous, à ce moment-là, en s'éloignant de nous, les longueurs d'onde de la lumière qui vient dans notre direction sont étirées, de moins énergétiques, d'accord ? Et donc on a un décalage vers le rouge, ce fameux redshift. L'étoile ne devient pas rouge, mais nous on la voit plus rouge, voire plus infrarouge, etc. Alors ça nous sert à quoi tout ça ? Si on pointe un objet dans le ciel,
et qu'on connaît, par différents modèles physiques, etc., on connaît la vraie couleur de la lumière qu'il devrait émettre. Puis qu'en l'observant, on se rend compte qu'il est un peu trop bleu ou un peu trop rouge par rapport à ce qu'il devrait être normalement, on en déduit que cet objet, il n'est pas immobile par rapport à nous, il est en train de se déplacer. Soit il se déplace vers nous, et on le voit un peu plus bleu, soit il se déplace à l'opposé, et on le voit un peu plus rouge. Plus on le voit rouge, plus il se déplace rapidement à l'opposé de nous. C'est clair pour vous? C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et à chaque fois, on donne toujours l'analogie avec les ambulances. On a la même chose avec le son. Une ambulance qui se rapproche de vous, que la sirène qui sonne, elle a un son plus aigu. Et dès qu'elle passe devant vous, qu'elle s'éloigne, elle a un son plus grave. C'est exactement la même chose. Imaginez que ça, c'est pas une étoile, c'est une ambulance. Ça, c'est les ondes sonores. Quand elle s'approche de vous, les ondes sonores sont comprimées. Une onde sonore plus comprimée, c'est une fréquence plus élevée. C'est un son plus aigu. Et quand elle s'éloigne de vous, l'onde sonore est étirée, son plus grave. Donc elle est en train de s'éloigner. Donc à l'oreille, vous fermez les yeux, vous savez si l'ambulance elle s'approche ou s'éloigne de vous. Vous avez déjà tous vécu ça, on sait très bien le dire. C'est la même chose avec la lumière. Exactement pareil. D'accord? À quoi ça nous sert? Si on regarde les différents objets de l'univers, on observe que plus on regarde loin de nous, plus les objets qu'on observe, ils sont en train de s'éloigner de nous. Ils sont en train de se décaler vers le rouge, de plus en plus. Et je vous rappelle un concept très important, la vitesse de la lumière est finie. C'est pas une vitesse absolue infinie. Elle a une valeur fixe, 300 000 km par seconde. Ce qui implique quoi? Qu'est-ce que ça implique que cette lumière ait une vitesse qui est limitée? Quand on regarde l'espace, c'est quoi la conséquence pour nous? Ma question est large, trop large? Écoulement du temps, ouais. Je vois où vous voulez en venir. En gros, si on observe un objet qui est loin de nous, il faut un certain temps pour que la lumière de cet objet arrive jusqu'à nous. Ça paraît logique. Là, actuellement, je vous regarde. Vous êtes à quoi? 4 mètres de moi. La lumière, elle a mis une fraction de seconde, non négligeable, mesurable, pour arriver de vous à moi. Donc en fait, je vous vois dans le passé. Mais je vous vois dans le passé de rien du tout. D'accord. Plus je regarde loin, monsieur là-bas au fond, je vous vois encore plus dans le passé que vous. Je regarde au bout de la rue, encore plus loin, etc. Vous voyez la logique. Bon. La Lune, on la voit avec 1 seconde de retard. Un peu plus qu'1 seconde, parce que la Lune est située à peu près, en moyenne, 380 000 km de distance de la Terre. Comme la lumière, mais chaque seconde, elle parcourt 300 000 km, 380 000 km, il faut un petit peu plus qu'1 seconde. Donc on voit la Lune avec un décalage d'1 seconde. Vous avez compris la logique? On regarde plus loin, le Soleil, 8 minutes, 150 millions de kilomètres. Donc si maintenant le Soleil disparaît, nous on va le voir disparaître dans 8 minutes. D'accord? Un objet très lointain, une galaxie, etc., on la voit en retard. Si elle est à 6 millions d'années-lumière, on la voit avec 6 millions d'années de retard. On la voit comme ce à quoi elle ressemblait il y a 6 millions d'années quand elle a émis cette lumière. La conséquence, c'est que plus on regarde loin dans notre univers, plus on observe dans le passé. Donc on voit notre univers comme il était à cette époque-là. Si on regarde très 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 loin, et qu'on regarde des objets qui se situent à 10 milliards d'années-lumière, une année-lumière c'est le temps qu'il faut, c'est la distance parcourue par la lumière en une année, un objet à 10 milliards d'années-lumière, il a fallu 10 milliards d'années à cette lumière pour parcourir cette distance. Donc vous voyez l'univers comme il était il y a 10 milliards d'années. C'est-à-dire à peu près 4 milliards d'années après sa naissance. Ce qu'on observe, tout ça pour dire, plus on regarde loin, donc plus on regarde dans le temps, plus on se rend compte que les objets qu'on observe sont décalés vers le rouge, de manière de plus en plus importante. Donc plus on regarde loin, plus ces objets sont en train de s'éloigner rapidement de nous, quelle que soit la direction. Alors là, je vous montre une petite animation que j'adore. Quand j'ai trouvé cette vidéo, je l'ai sauvegardée et je ne l'ai plus jamais perdue, je la trouve géniale. En gros, sur cette animation, on a un gâteau au raisin, pas cuit. On a réparti les raisins dans ce gâteau de manière uniforme. Donc entre chaque raisin, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, il y a 1 centimètre entre chaque raisin. D'accord? Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuire le gâteau pendant 1 heure. Donc vous avez le temps qui s'écoule ici, ou l'horloge. Le gâteau, il gonfle, d'accord? En cuisant, en gonflant, les raisins, ils se retrouvent à s'éloigner les uns des autres. Vous êtes d'accord? Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la vitesse entre notre raisin à nous, c'est là où on est placé. On regarde à quelle vitesse s'éloigne le raisin le plus proche de nous. Et on se rend compte qu'au bout d'1 heure, ce raisin le plus proche de nous, il s'est retrouvé, si je vous remets l'image à ce moment-là.
Là, j'attends 1 heure. Voilà. Zut. Je me suis raté. Pardon. Ça marche plus. Si. Allez, on va attendre 50 minutes. C'est-à-dire, ça va, 49 minutes, voilà. C'est cuit. On se rend compte que le raisin plus proche de nous, au début, il était à 1 cm. Et maintenant, il est à 2,8 cm. Non, je vais quand même mettre 60 minutes parce que sinon, c'est des chiffres un peu trop compliqués. Voilà. 60 minutes. Donc, on se rend compte que le raisin qui, au départ, était à 1 cm de nous, se retrouve à 3 cm de nous. C'est-à-dire, bon, bah, ok. C'est logique. Le raisin qui, au départ, était à 2 cm de nous, se retrouve à 6 cm de nous. Celui qui était au départ à 3 cm se retrouve maintenant à 9 cm. Donc, au final, si on regarde, le premier raisin, le raisin 1, il a eu une vitesse, par rapport à nous, de 2 cm par heure. Vous êtes d'accord? Au début, il était à 1 cm, il se retrouve à 3 cm après 1 heure. Le calcul est vite fait. Il a parcouru 2 cm en 1 heure. Sa vitesse, 2 cm par heure. Le deuxième raisin, au début, il était à 2 cm et il s'est retrouvé à 6. Donc en 1 heure, il a parcouru 4 cm. Vitesse de 4 cm heure. Et puis le dernier, vous avez compris la logique. En 1 heure, il a fait 6 cm. Pourtant, entre chaque raisin, il n'y a eu que 2 cm qui ont changé. C'est comme ça que l'univers grandit. Quel que soit le raisin sur lequel on va se positionner, donc on considère que ce raisin-là, c'est notre galaxie, par exemple, et que les autres raisins, c'est les autres galaxies autour de nous, dans toutes les directions, quelle que soit la galaxie qu'on va observer, au cours du temps, elle va s'éloigner de nous à une certaine vitesse, et quelle que soit la direction dont on va regarder, ça va être la même chose. Il n'y a pas une direction préférentielle. C'est pas si je regarde d'un côté, elle s'éloigne de moi, puis si je regarde de l'autre côté, elle se rapproche. C'est tout s'éloigne de tout. Chaque raisin s'éloigne des autres raisins. Et plus je regarde de loin, plus le raisin que je regarde, donc la galaxie lointaine, plus elle va s'éloigner vite. Mais c'est pas magique, c'est juste que la pâte du gâteau entre chaque raisin grandit. Et la pâte du gâteau, elle représente ce qu'on appelle l'espace-temps. Donc comme on dit que l'univers est en expansion, c'est pas que les objets sont en train de s'éloigner les uns des autres avec leurs petites pattes. C'est que l'espace, enfin même l'espace-temps entre les objets s'étire. Il devient plus grand. Si vous voulez, il est élastique. Donc actuellement là, je suis en train de m'éloigner de vous. Pourtant, je bouge pas mes pieds. Alors, à cette échelle-là, à cette distance-là, c'est infime. On n'arrive pas à le mesurer. Mais si on a parlé suffisamment longtemps, on se retrouve un peu plus loin. Pourtant, on n'a tous les deux pas bougé. Vous êtes assises, moi je bouge pas. Mais l'espace entre nous grandit. D'accord? C'est ce qui fait que un premier paradoxe qui avait été soulevé, c'est, et on va en reparler après, si l'univers est infini, qu'est-ce qu'on devrait observer dans le ciel? Si l'univers était infini, à quoi devrait ressembler le ciel, selon vous? Est-ce qu'on verrait de temps en temps une petite étoile comme ça par-ci par-là? Presque rien. Pas rien, mais moins en moins le... Alors, je précise, s'il est infini avec une répartition homogène d'étoiles et galaxies à l'intérieur. D'accord? Il est vraiment infini, et où vous soyez dans l'univers, il y a des étoiles et des galaxies avec à peu près la même répartition que ce qu'on voit autour de nous. Il devrait ressembler à quoi, le ciel? Il devrait être complètement blanc, complètement lumineux. Parce que ça voudrait dire quoi? S'il est infini avec des galaxies dans toutes les directions, quelle que soit la direction du ciel que vous pointez, il devrait y avoir un moment ou un autre, il devrait y avoir une galaxie dans cette direction-là. Donc ça veut dire que, normalement, tout votre champ de vision devrait être couvert de galaxies plus ou moins éloignées. Pourtant, on n'observe pas ça. On n'observe pas un ciel parfaitement blanc. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Et c'est quoi la résolution de ce paradoxe? Qu'est-ce qui fait qu'a priori, on pense que notre univers est infini? En tout cas, voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas un ciel complètement inondé de lumière? La vitesse de la lumière. Et du coup, indirectement, l'effet Doppler. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'effet Doppler. L'effet Doppler, il fait quoi? Il fait qu'une étoile ou une galaxie qui s'éloigne de vous, sa lumière se décale. Et comme ça s'éloigne, on a dit que tout s'éloigne de tout, au final, tout se décale vers le rouge. D'accord? Sauf que plus on regarde loin, plus ça s'éloigne vite. Au bout d'un moment, il se passe quoi? Au bout d'un moment, ce décalage Doppler, ce redshift, il devient tellement fort que la lumière qui au départ était visible passe dans l'infrarouge. Donc nos yeux
ne voit plus la lumière qui est en train de nous parvenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que nos yeux ne la voient plus. On pointe un télescope infrarouge, on va voir plus de lumière. Mais au bout d'un moment, si on regarde vraiment des trucs très très loin, serait-il qu'il devient tellement important que c'est plus dans l'infrarouge qu'il faut regarder? C'est dans les ondes, dans les micro-ondes. Et puis on continue, c'est les ondes radio, etc. Je vous ai montré la photo d'un univers complètement lumineux. C'est celle-ci. Enfin, je vous la montre en entier. Voilà. En fait, on a un univers complètement lumineux. À peu de choses près. Ok. Je montre. Voilà. On a la photo d'un univers complètement lumineux. Sauf que c'est pas de la lumière visible très brillante. C'est de la lumière micro-ondes à 2,7 Kelvin. Donc vraiment, il faut un gros télescope, vous avez vu, pour observer ça. Mais on a un univers complètement lumineux. Sauf que toute cette lumière, en fait, plus on regarde loin, plus cette lumière s'est décalée dans des longueurs d'onde très grandes, donc des énergies très basses. D'accord? C'est la preuve de l'existence de l'effet Doppler. Sinon, on serait saturé de lumière. D'accord? N'importe quelle galaxie lointaine, au bout d'un moment, sa lumière, elle arrive. Donc, si on reparle de cette expansion de l'univers, on était avec notre gâteau ici, on a pu constater ça en vrai, avec différents instruments. Au début, on a fait ça avec le télescope Planck, celui qui a donné la dernière image du fond diffus cosmologique. Après, on a fait ça avec Hubble, et maintenant avec le James Webb Telescope. On a mesuré la vitesse d'expansion. Donc en gros, on a mesuré ça 2 cm par heure. Alors dans l'univers, c'est pas 2 cm par heure. À très petite échelle, oui, mais en vrai, dans l'univers, on est à une vitesse qui est de, actuellement, les mesures ont évolué et maintenant on est à peu près sûr de cette mesure, 73 km par seconde par mégaparsec. Je vous réexplique ça. Ici, cette vitesse, c'est la vitesse entre ce raisin-là et le raisin numéro 1. Mais vous avez vu que la vitesse par rapport au raisin numéro 2, elle change. C'est ça, ce par mégaparsec. En fait, là, on devrait dire, du coup, notre vitesse d'expansion, c'est 2 cm par heure par centimètre. Donc, si je regarde un objet qui a 1 cm, c'est 2 cm heure. Si je regarde un objet qui a 2 cm, c'est 4 cm heure. Si je regarde un objet qui a 3 cm, c'est 6 cm heure. Eh bien, c'est une vitesse d'expansion qui est de 2 cm par heure par centimètre. Eh bien, on fait la même chose, mais à l'échelle de l'univers. On est à 73 km par seconde. Je peux pas cacher, bah oui, c'est un projecteur. 73 km par seconde. D'accord? Par mégaparsec. Un mégaparsec, c'est quoi? C'est 1 million de parsecs. Et un parsec, c'est quoi? C'est 10 années-lumière vues sur un angle tout petit, qui est de 1 arc-seconde, je crois. Bon, c'est un angle. En gros, vous regardez un objet qui fait 10 années-lumière de taille, donc la lumière met 10 ans pour faire cette longueur-là, mais vous le mettez tellement loin de vous qu'il apparaît comme tout petit, avec un angle tout petit, d'accord? Ça, c'est un parsec. Et bah, 1 mégaparsec, c'est 1 million de fois ça. Bon, c'est une unité de longueur, parce que dans l'univers, tout est tellement grand que si on parle en mètres, vous vous rendez compte que ça devient compliqué. Donc, on utilise d'autres unités de mesure. Donc, c'est une unité de distance. Donc, ça veut dire que si on regarde un objet qui se trouve à 1 mégaparsec de nous, donc à 1 million de parsecs, donc 1 million fois 10 années-lumière, machin, eh bien cet objet, il s'éloigne de vous à 73 km par seconde. On arrive à peu près à se représenter ce que c'est. C'est rapide, hein? Chaque seconde, 73 km. Ça reste beaucoup plus lent que la vitesse de la lumière. Mais, qu'est-ce qui se passe si je regarde à... Ouais, j'aurais dû faire le calcul avant. Bon, je vais arrondir ça à 100 km. D'accord? Si je regarde un objet qui a 30 000 mégaparsecs, je me suis pas trompé. 300 000 km par seconde, 100 km, 11 par 100, 3000 mégaparsecs. Bah, 3000 mégaparsecs, la vitesse d'éloignement, c'est combien? Supérieur à la vitesse de la lumière. Ouais, on est à 300 000 km par seconde. Et que je regarde encore plus loin, bah, ça dépasse la vitesse de la lumière. Il y en a des objets à cette distance-là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un paradoxe ou pas? Est-ce qu'on peut dépasser la vitesse de la lumière? Est-ce que c'est possible d'observer ces objets qui se déplacent aussi vite? Qui dit oui? Qui dit non? Ah, personne ne dit rien? Ah si, il faut voter. Qui pense que c'est possible que des objets, suite à l'expansion de l'univers, se déplacent plus vite que la vitesse de la lumière? Qui pense oui? Bah, j'ai un indice, je lève ma main. Hein. Qui pense non, du coup, tout le monde passe nez. On mesure la vitesse de cet objet à cause de l'effet Doppler, et on se rend compte que il se déplace plus vite que la vitesse de la lumière.
à cause de l'espace. Bah, en fait, oui, c'est possible. Je vous ai expliqué tout à l'heure que nous, on est en train de s'éloigner l'un de l'autre. Mais on se déplace pas, là. C'est l'espace-temps qui grandit entre nous. Bah, en fait, la vitesse d'expansion de l'univers et les objets qui s'éloignent de nous, les galaxies lointaines, les raisins, là. Les raisins, ils sont pas en train de se déplacer dans la pâte à gâteau. C'est la pâte à gâteau qui grandit. Bah, si la pâte à gâteau a une grande distance, elle grandit plus vite que la vitesse de la lumière, elle n'en fera pas les lois de la physique. On n'est pas en train d'avoir de la matière qui se déplace dans l'espace-temps plus vite que la lumière. On est en train d'avoir l'espace-temps qui grandit plus vite. Donc en fait, on n'en fera pas cette loi absolue que la vitesse de la lumière, elle est impossible à dépasser. C'est dur à concevoir, on est d'accord, mais je vulgarise les choses et je m'auto-convainc aussi. Hein, parce que bah, c'est des trucs qu'on est obligé de s'auto-convaincre. Donc, l'expansion de l'univers, comme on l'observe, est de cet ordre de grandeur-là. D'accord ? Et on peut observer des objets qui s'éloignent tellement vite de nous qu'en fait, la lumière n'est pas arrivée jusqu'à nous. C'est ça la conséquence. Un objet qui se situe à 20 milliards d'années-lumière de nous, il existe. Vous allez me dire, mais c'est pas normal. L'univers, il a 13 milliards d'années. 13,8 milliards d'années. Pourtant, il est plus grand que 13,8 milliards d'années-lumière. Il est beaucoup plus grand que ça en réalité. Parce que l'expansion est tellement rapide de l'espace-temps que, loin de nous, ça s'est grandi beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Donc en fait, on ne peut pas observer tout notre univers. Certains objets de notre univers se situent au-delà de 13,8 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que la lumière de ces objets-là n'a pas encore eu le temps d'arriver jusqu'à nous, à la vitesse limite. Donc on n'a pas encore reçu la lumière, les premiers photons de ces objets. D'accord ? On ne peut pas voir plus loin dans le temps que ça. C'est le temps qu'il faut à la lumière pour faire cette distance. D'accord ? Donc on parle d'un univers observable. Notre univers observable, il a une taille définie. Au-delà, on ne peut pas encore voir ce qui s'y passe. Et c'est voir dans le temps aussi. D'accord ? C'est beaucoup de concepts qui se superposent, hein, je suis bien conscient. Mais en même temps, on parle d'énergie noire, matière noire et tout ça. Alors. Enfin, on va en parler après. Ça n'allait pas être tout simple. Il est quelle heure ? Ah, midi moins 10, j'ai encore le temps. Donc on en était où ? On en était là. L'émission de cette lumière-là. D'accord ? Maintenant, entre 380 000 ans et 150 millions d'années, il ne se passe pas grand-chose. À nouveau. En gros, on a cette lumière donc, qui est émise, qui se répand progressivement. D'accord ? Mais il n'y a pas encore d'étoiles dans l'univers. Il n'y a pas encore eu d'accumulation d'atomes de plus en plus compacts qui ont fait de la fusion nucléaire, etc. etc. Je vous en avais parlé plusieurs fois de la formation des étoiles. Pour l'instant, on n'a pas eu ça. Pendant 150 millions d'années, il n'y a pas d'étoiles dans l'univers. Donc on parle de l'âge sombre de l'univers. Alors oui, il y a cette lumière du fond diffus cosmologique, hein, mais il n'y a pas de source de lumière ponctuelle comme une étoile. D'accord ? Et il n'y a pas beaucoup d'activité globalement dans cet univers-là, et on est dominé par ce qu'on appelle la matière noire. Vous avez promis qu'on en parlait. Voilà, je dis plus rien. Non, je vais vous en parler un petit peu après la matière noire. Mais en gros, voilà, on est principalement dominé par la matière noire. Il n'y a pas encore de formation d'étoiles, de galaxies, tous ces objets complexes. D'accord ? Et l'expansion, elle continue, mais elle a un peu ralenti par rapport à ce qui se passait au début. D'accord ? Pendant 150 millions d'années. Ensuite, entre 150 et 500 millions d'années, on a ce qu'on appelle l'ère de la réionisation. Vous vous rappelez, on était au début d'un univers, c'est un plasma ionisé, donc chargé électriquement. Après, au bout d'un moment, il est suffisamment froid pour que les électrons s'accrochent aux atomes, donc ça a rendu neutre électriquement. Puis là, à nouveau, on va réioniser l'univers. Pourquoi ? Parce qu'en gros, on a la formation des premières étoiles et des premiers quasars. La formation des étoiles, vous vous rappelez, hein, avec la gravitation, on assemble du gaz, hein, donc des atomes qui commencent à se taper dedans de plus en plus fort, fusionnent, et cette fusion nucléaire produit de l'énergie, notamment sous forme de lumière. Donc on a les premières étoiles qui se forment. Elles se forment extrêmement rapidement, c'est des étoiles très 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 massives. C'est des centaines de masses solaires. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a pas d'étoiles comme ça aujourd'hui. D'accord ? Les étoiles les plus massives qu'on connaisse, c'est 5, 6, allez peut-être 10 masses solaires maximum. Donc on a des étoiles extrêmement massives qui se forment très vite et qui sont extrêmement chaudes. Qu'est-ce que ça émet comme lumière, une étoile très très chaude ? Bleu, même au-delà du bleu, ultraviolet. Donc on a des étoiles très très chaudes, très massives, qui se forment et qui émettent une lumière extrêmement énergétique. D'accord ? Cette lumière ultraviolet, elle va venir faire quoi ? Elle va venir intérieur ces photons très énergétiques qui vont venir taper dans les atomes environnants et arracher leurs électrons. Et du coup, on rayonise la matière. On la rend à nouveau chargée électriquement. On arrache les électrons en noyau d'atomes.
Question? Oui. Oui. Cette formation d'étoiles géantes, c'est des ondes massives. C'est des ondes habitationnelles qui circulent dans l'univers où il y a des concentrations. Et ben en fait, ces concentrations, elles viennent de ces petites fluctuations qu'on avait au début. On n'a pas d'univers parfaitement uniforme. On a un univers globalement uniforme, mais avec des petites variations de densité quand même. Et ben au final, à force que l'univers grandisse et qu'il est refroidi, eh bien l'énergie thermique a de moins en moins pris le dessus et la gravitation a de plus en plus pris le dessus. Et donc ces petites zones de densité un peu plus importantes font que là où il y avait un peu plus d'atomes, bah, la gravité a fait qu'ils se sont rapprochés de plus en plus et ont formé les premières étoiles. Donc ça vient de ça vient du fait que on avait ces fluctuations au départ qui viennent de ce qu'on appelait des ondes acoustiques, donc c'est vraiment des répartitions d'ondes, un peu comme des ondes sonores, hein, des vibrations dans ce plasma initial, qui font qu'on n'avait pas un truc parfaitement uniforme, mais avec des variations de densité. Et c'est ça qui a fait qu'on a eu les premières étoiles qui ont été formées au départ. Donc ces étoiles très 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 massives, qui émettaient une lumière extrêmement énergétique et ont donc participé à rayoniser notre univers, donc le rendre chargé électriquement en arrachant les électrons. Mais ces étoiles, comme elles sont très 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 massives, elles ont une courte durée de vie. D'accord? Vous vous rappelez, je vous faisais l'analogie un peu, les étoiles, c'est un peu comme les chiens. C'est toujours une analogie bizarre, mais les grands chiens, ils vivent moins longtemps que les petits chiens, en moyenne. Bah, c'est pareil pour les étoiles. Les étoiles très massives, elles vivent moins longtemps que les étoiles peu massives. Pourquoi? Parce que, oui, elles ont beaucoup plus de matière et de carburant à disposition pour faire de la fusion, mais elles le brûlent beaucoup plus vite. Le processus de fusion dans une étoile massive est beaucoup plus élevé, un rendement beaucoup plus important que pour une étoile peu massive. Et du coup, elle brûle rapidement son carburant à disposition, et après elle meurt. Et en mourant, qu'est-ce qui se passe? En fait, une étoile extrêmement massive, quand elle meurt pas, elle va mourir dans un coin, puis elle se fait oublier. Non, elle explose, ça fait une supernova. C'est les premières supernovas qu'on a dans l'univers. Et cette époque-là a donc permis les premières formations d'atomes plus complexes et plus lourds que hydrogène, hélium, etc. Parce qu'on avait ces premières étoiles qui ont fusionné des atomes et fait des éléments plus lourds. Et en explosant, on en forme aussi des plus lourds encore. Et surtout, on répand dans l'univers des éléments autres que de l'hydrogène et de l'hélium. Au départ, les premières étoiles, c'était purement de l'hydrogène. D'accord? Et à force, ces premières générations d'étoiles-là qui sont mortes très rapidement, en explosant, on crée des ondes de choc. Ces ondes de choc ont créé des ondes de densité qui ont engendré la formation de nouvelles étoiles. Et en même temps, ces étoiles, en mourant, ont pollué l'univers, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles ont répandu autour d'elles ces éléments qu'elles avaient créés. Et donc, en explosant et en répandant autour d'elles ces autres éléments plus lourds, bah, ces éléments, ils ont participé à la formation de nouvelles étoiles. Et donc, ces deuxième génération d'étoiles-là, elles étaient formées d'hydrogène, mais aussi d'éléments un petit peu plus lourds qui avaient été fabriqués par les premières générations. Vous voyez un peu l'idée? Il appelait bien carbone. Alors, c'est déjà très lourd. Mais un élément lourd, c'est un élément qui est plus lourd que l'hydrogène et l'hélium, en gros. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle les métaux. Tout ce qui n'est pas l'hydrogène et l'hélium, en astrophysique, on considère ça comme des métaux. C'est un faux ami. Mais voilà, c'est ça l'idée. Et donc, les générations d'étoiles suivantes ont une composition différente. Nous, notre Soleil, c'est une étoile de je ne sais plus combien de génération, mais il s'est formé, il y a 9 milliards d'années. Il y a 4,5 milliards d'années. Donc l'univers avait déjà 10 milliards d'années presque. Donc il y a eu entre 0 et 10 milliards d'années beaucoup de générations d'étoiles qui ont fait qu'on est arrivé au Soleil. Et c'est pour ça que le Soleil, quand il s'est formé, il ne s'est pas formé à partir d'un nuage seulement d'hydrogène. À l'intérieur du Soleil, on a plein d'éléments différents. On n'a pas que l'hydrogène. D'accord? Donc, on commence à avoir un enrichissement de notre univers à cette époque-là en éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. D'accord? Et on commence à avoir la formation des premières galaxies et amas de galaxies. Donc une galaxie, au final, c'est quoi, hein? C'est des étoiles qui se forment dans une même zone, et puis avec la gravitation, ça tourne ensemble et ça forme cette espèce de disque. Il y a différentes formes de galaxies, mais globalement, c'est un truc qui tourne sur lui-même. Et on a les premières galaxies qui se forment. On est capable, avec les instruments actuels, d'observer des galaxies qui se sont formées à cette époque-là. Donc elles sont très très décalées vers le rouge, mais on arrive à les voir. Oui. Je voudrais aller plus en arrière. Ouais. À quel moment? Par là? L'ère des leptons.
Ah oui, quand même, ok. Alors, ouais. Alors l'air, Bon, est-ce qu'il y a besoin que je bouge là-bas? Pas forcément, mais... parce que vous avez dit donc tous les atomes, les atomes, les anti-atomes, il est, oui, mais il y en a combien qui ont survécu Oui. et comment on explique? Alors, justement, c'est le point où j'avais dit, je vais pas trop me plonger dedans. Et je vais quand même pas trop me plonger dedans, mais en gros, c'est vrai qu'on a eu cette annihilation de quasiment toute la matière et l'antimatière qui existait à l'époque. Et il s'avère qu'il y avait un déséquilibre, une très légère asymétrie entre matière et antimatière. Il y avait un tout petit peu plus de matière que d'antimatière. Il y avait, pour tous les... Je crois que c'est l'ordre de grandeur, c'est à chaque fois que vous aviez 1 milliard de hadrons, anti-hadrons qui s'annulaient, il y en a un qui survivait. C'est-à-dire qu'il n'était pas annihilé parce qu'il ne rencontrait pas un autre. Donc on a eu une annihilation de la majorité de la matière et l'antimatière qui existait, mais il y avait un très léger déséquilibre en faveur de la matière, qui fait qu'aujourd'hui, il ne reste que de la matière et quasiment pas d'antimatière. L'explication de cette asymétrie matière-antimatière, moi je ne l'ai pas et je ne crois pas qu'il y ait encore d'explication. Il y a différentes hypothèses, mais il n'y a pas encore de réponse sûre pour ça. Mais voilà, l'asymétrie matière-antimatière fait que si ça avait été parfaitement équilibré, il n'y aurait rien. Tout aurait été libéré sous forme d'énergie, on n'aurait que des photons et des neutrinos qui se baladent, puis voilà. Même pas, les neutrinos aussi, il y a des antineutrinos si je dis pas de bêtises. À vérifier. Heureusement, c'est pas enregistré. Ah bah si. Bah je couperai ça. Donc oui, bonne question, mais voilà. Une réponse que j'ai pas vraiment et je sais pas si on l'aura un jour. On sait fabriquer de l'antimatière. Hein. Au LHC, ils en fabriquent. Très très faible quantité. Hein. Il faut une quantité d'énergie phénoménale pour fabriquer un tout petit peu d'antimatière. Donc si un jour on savait fabriquer facilement l'antimatière, où on trouvait, les problèmes de production d'énergie seraient résolus. Hein. Un tout petit peu d'antimatière qui rencontre de la matière et on produit des quantités d'énergie hallucinantes. Par contre, il faut le faire de manière maîtrisée, sinon il y a tout qui pète. Et voilà. Mais il faut une quantité infime de matière et d'antimatière qui se rentrent dedans, qui correspondrait à toute l'énergie que l'humanité a utilisée depuis son existence. C'est quelques microgrammes de matière, ça permet de correspondre à cette quantité d'énergie-là. En gros, quand on fait rencontrer une particule en antiparticule, on convertit toute la masse de ces particules en énergie. Et au final, c'est une quantité d'énergie énorme. Donc voilà. Mais on ne maîtrise pas trop ça encore. Je ne sais pas si on maîtrise un jour, et est-ce que c'est pas un peu risqué? Enfin voilà. Donc, voilà, on a les premières étoiles, les premières galaxies, etc., qui se forment à cette époque-là. Et puis, entre 500 millions d'années et 13,8 milliards d'années, il s'est passé plein de formations aux galaxies 1, et on arrive à aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas fini, hein, la conférence n'est pas finie, mais voilà. On a eu plusieurs générations d'étoiles, un univers de plus en plus riche en éléments lourds, la diversité de galaxies qu'on observe aujourd'hui, diversité d'étoiles, de planètes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à obtenir comme information de cette magnifique image que vous avez à gauche, de cette première photo de l'univers? D'une part, on a réussi à déterminer l'âge de l'univers. Alors, je vous passe un petit peu les détails, mais en gros, on arrive à expliquer avec les différents modèles physiques qu'on connaît comment on arrive à cette étape-là. Toutes les phases que je vous ai expliquées, l'aire de Planck, etc., pendant les fractions de secondes, on arrive globalement à décrire physiquement ce qui s'est passé, combien de temps il a fallu pour que ça se fasse, etc. Et puis, donc on connaît les processus physiques qu'il faut pour arriver à cette image. Et ensuite, donc on sait que cette image, elle doit correspondre à quelque chose d'à peu près 3000 degrés. On sait que la matière qui a émis cette lumière devait être à peu près à 3000 degrés. Sauf que cette image, quand on l'observe avec un télescope, on ne voit pas une lumière qui correspond à 3000 degrés, mais on voit une lumière qui correspond à 2,7. Vous vous rappelez? Et donc, il y a un décalage entre ce qu'on observe et ce que ça devait être à l'époque. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met ça dans un modèle de l'expansion de l'univers, et on dit, qu'est-ce qu'il faut comme paramètre dans ce modèle? Qu'est-ce qu'on fait jouer comme paramètre? Et là, c'est les fameux sujets de la conférence, quantité d'énergie noire, quantité de matière noire, tous ces trucs-là. Et en variant ces paramètres-là, la vitesse d'expansion et tout, on remonte le temps dans le modèle physique jusqu'à arriver à cette même image. Et on regarde combien de temps il a fallu pour arriver à cette image. Et il s'avère que pour arriver à cette image, il a fallu à peu près 13,8 milliards d'années dans le passé. Et une fois qu'on colle à peu près bien à cette image, on sait que l'univers à peu près
après environ 400 000 ans, il ressemblait à ça. Il devait avoir une température de 3000 degrés parce que c'est là où il a pu commencer à mettre de la lumière. Avant, il ne pouvait pas, il était trop chaud, c'était opaque. Et combien de temps il faut remonter dans le passé pour que notre modèle physique colle à cette image-là? Bah, il faut à peu près 14 milliards d'années. Donc on a pu estimer l'âge de l'univers comme ça. D'accord? J'ai vraiment sauté globalement les étapes et puis moi je les confonds pas toutes. Hein. Mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Alors, on fait un peu du reverse engineering. Hein, vous connaissez cette technique qui a été utilisée par plein d'entités à travers l'histoire. C'est on arrive à capturer un truc pendant une bataille contre nos ennemis. On capture la dernière catapulte à la mode. Nous, on sait pas la faire. On la récupère, puis on regarde comment c'était foutu, puis on essaie de la reproduire à peu près. Bon, ils font pareil maintenant avec des missiles, avec ce genre de choses. Ils font du reverse engineering pour comprendre les technologies qui ont été développées ailleurs et essayer de faire pareil. Bon, bah là, on a fait un peu la même chose. On regarde l'état actuel de ce qu'on observe. On connaît un peu de physique. On fait machine arrière dans le temps, dans l'équation, puis on tombe sur une estimation de l'âge de l'univers. Qui est assez précise. Hein. On estime l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années, plus ou moins 0,02 milliards d'années, donc plus ou moins 20 millions d'années. C'est pas mal. Alors pour nous, 20 millions d'années, bon bah voilà, mais à l'échelle de l'univers, c'est bien. On a aussi pu estimer la vitesse d'expansion de l'univers, hein, ces fameux 73 km par seconde par mégaparsec, les raisins qui se déplacent. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je suis désolé, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais il y avait une histoire de raisins qui se déplaçaient dans un gâteau. Bon, bah désolé, vous avez raté cette étape. Mais pour les autres, ça fait sens. Mais rien de... Alors, bah, on va en parler après. Tout le suspense que je construis disparaît. Non. Et effectivement, elle est variable cette vitesse, on va voir après. On a pu déterminer la composition de notre univers. Alors, notre univers, il est composé à peu près à 5% de matière baryonique. Alors, c'est quoi? C'est la matière qu'on connaît. C'est protons, neutrons, les différents atomes, les quarks et tout ça. D'accord? La matière baryonique, c'est 5% de... En gros, ça, c'est bizarre, on parle de la matière et de l'énergie. Mais en gros, la matière, c'est de l'énergie. D'accord? Donc, si on prend le bilan énergétique global de l'univers, 5% de ce bilan énergétique, c'est toute la matière qu'on connaît. À peu près 27%, c'est de la matière noire. On ne sait pas ce que c'est. On va en parler après. Et 70%, donc une bonne partie, c'est l'énergie noire. On sait comment ce que c'est. Donc, globalement, notre univers, on comprend à peu près 5% de sa composition. Tout le reste, on a des indices, on a des suppositions, on a des observations qui nous disent bon bah il y a des choses en plus, mais on ne sait pas l'expliquer avec certitude. Alors, on vient de parler là pendant ça fait quoi? Ça fait 1h30 que je parle. On vient de parler de la matière baryonique. D'accord? Maintenant on va parler de la matière noire. Alors la matière noire, qu'est-ce que c'est? C'est un composant, un composé, de la matière dont on a émis l'hypothèse suite à des observations qui ne faisaient pas sens. En gros, ça c'est une image de ce à quoi ressemblerait notre galaxie, la Voie lactée, vue de l'extérieur. Alors c'est une simulation, hein. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. On ne peut pas faire une vraie photo de notre Voie lactée parce que on est à l'intérieur, et pour prendre une photo comme ça, il faut en sortir. Et là, le point de vue qu'on a là, c'est un point de vue, on doit être à, je pense, 1 million d'années-lumière, un truc comme ça. Ouais. La dimension de notre galaxie, là, c'est 100 000 années-lumière. D'envergure de notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Donc la lumière met 100 000 ans à aller de là à là. D'accord? Elle met à peu près 250 millions d'années pour tourner sur elle-même. Un tour complet. Bon. Donc cette photo-là, elle n'est pas possible. De notre Voie lactée à nous. De notre galaxie à nous, pardon. Une autre galaxie, par contre, depuis notre point de vue, on les voit et on peut faire plein de photos super. Donc c'est comme ça qu'on sait à peu près à quoi ça ressemble les galaxies. Mais notre galaxie, à travers différentes observations, différentes statistiques, on estime qu'elle a à peu près cette forme-là. D'accord? Le fait est qu'on voit qu'elle a une forme bien particulière, une espèce de tourbillon qui s'enroule comme ça sur lui-même. Et c'est pas juste une illusion d'optique, c'est vraiment, elle tourne sur elle-même et elle s'enroule sur elle-même. Voilà une simulation de ce à quoi ressemble la dynamique de notre galaxie, ou d'une galaxie du même type. Une galaxie spirale, elle n'est pas vraiment barrée ici, on voit notre galaxie à nous, si on en arrière, elle a son cœur ici galactique, il est barré. Ça fait une espèce de barre comme ça, linéaire. Ce qu'on appelle une galaxie barrée. Et elle est spirale, elle a des bras spiraux qui s'enroulent sur eux-mêmes. Il y a plus ou moins de bras spiraux. Là, sur cette simulation, on a 2 principaux. Notre galaxie, elle a plusieurs bras principaux et des bras secondaires. Voilà la dynamique
ce qu'on pensait être la dynamique de notre galaxie. Ce qu'on pensait être dans le sens, on connaît à peu près les lois de la physique, on connaît à peu près la composition de notre galaxie, il y a tant d'étoiles, il y a à peu près tant de gaz et de poussière, c'est globalement ce qui compose une galaxie, et puis beaucoup de vide, et puis là, ça doit bouger comme ça, selon nos lois de la physique très simples, c'est la physique newtonienne, c'est la gravitation qui décrit ça, d'accord? Donc c'est vraiment, entre guillemets, des maths basiques. J'aurais pu vous mettre la démonstration mathématique de ça, ça prend pas beaucoup de place. Alors vous allez me dire, on va rien comprendre, mais si je vous l'expliquais, on aurait pu voir les grandes étapes. Ça, c'est ce qu'on pensait être le cas. D'accord? Vous vous doutez bien qu'il y a un twist. En réalité, et donc, qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'on considère ici que le centre de la galaxie est très dense, il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles, c'est pour ça qu'il est plus lumineux, et il se comporte un peu comme un solide. Si on prend une sphère qui tourne sur elle-même, ça ressemble à ça, le centre de la galaxie qui tourne sur lui-même. C'est comme si on faisait tourner une sphère solide où les étoiles sont vraiment liées entre elles. D'accord? C'est pas comme un fluide. Et par contre, le bord de la galaxie, on considère qu'il se comporte plutôt comme un fluide. C'est-à-dire que si vous regardez un disque qui tourne sur lui-même, plus vous vous éloignez du centre, plus votre vitesse elle est importante. Vous êtes d'accord? Vous êtes déjà allé sur un tourniquet. Si vous êtes au centre du tourniquet ou si vous êtes au bord du tourniquet, vous avez l'impression de tourner encore plus vite. Pourquoi? Parce que votre disque ou votre tourniquet solide, il est solide. Donc, le point qui se trouve à l'extrémité du tourniquet, il doit faire le tour dans le même temps que le point qui est proche du centre. Sinon, votre tourniquet il se disloque. D'accord? Donc, il doit rester en une seule pièce, ce tourniquet. Donc, un point à l'extrémité, il fait le tour dans le même temps que le centre du tourniquet. Sauf qu'il parcourt une distance plus grande. Il est à l'extrémité. Donc pour parcourir une distance plus grande dans le même temps, c'est quoi la conséquence? C'est qu'il va plus vite. Donc plus on s'éloigne du centre du tourniquet, plus on tourne vite. C'est logique. Le fait est que nos galaxies, on voit que c'est beaucoup plus dense au centre et beaucoup moins dense sur les bords. Et donc on considère que ça ne se comporte pas comme un truc complètement solide. Au centre, c'est effectivement, plus on s'éloigne du centre, plus la vitesse est élevée. Puis après, dès qu'on sort du cœur galactique, la vitesse, elle décroît. Donc en fait, la galaxie, plutôt que de tourner de manière complètement uniforme sur elle-même, en fait, le centre tourne vite, et plus on va vers le bord, plus ça ralentit. Donc en fait, elle s'enroule sur elle-même, et ça étire de plus en plus ses bras galactiques. Imaginez, c'est souvent l'analogie que je fais, ça parle souvent aux gens, imaginez vous faites des crêpes, ou une omelette. Une omelette bien mixée. Vous la mettez dans la poêle, et puis vous mettez des baguettes chinoises, puis vous commencez à tourner, ou une fourchette. Et vous commencez à tourner au centre. Au centre, vous allez emmener le centre avec vous, et puis à force, ça va commencer à étirer les bords progressivement. Et vous allez créer une spirale. Mais vous allez étirer de plus en plus l'œuf, vous êtes d'accord? Et donc, le centre va pas tourner pareil que les bords de l'omelette, ou de la crêpe. C'est un peu la même chose ici. On est en train de tourner au centre là, puis à force, on entraîne, c'est un peu visqueux, et on entraîne les bras galactiques. Donc en fait, les bras galactiques, ils s'étirent de plus en plus, et à force, ils se déchirent, et ils se reforment. Parce que c'est pas un objet concret. Les bras galactiques, c'est juste une densité d'étoiles. Là, il y a plus d'étoiles que là. Et plus de gaz et de poussière. C'est là où on a plus de formation d'étoiles, d'accord? Donc c'est lui qui en a plus à cet endroit. C'est le nombre de densité. Donc à force, ça s'étire, puis ça se déchire, puis ça en forme de nouveau, etc. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on pensait être le cas. Le fait est que ce modèle-là, solide au centre, fluide à l'extérieur, et en fait, il marche pas très bien. Ce qu'on observe, c'est ça. Alors, à première vue, vous allez me dire, c'est pareil. Non. Quand on regarde la courbe de vitesse, plus on s'éloigne du centre, on regarde la vitesse des étoiles, on se rend compte qu'effectivement, au début, de là à là, ça va de plus en plus vite, comme un solide. Et ensuite, au lieu de décroître, la vitesse, toute cette partie-là, elle est constante. Quasiment constante. Soit il pleut très fort, je suis un bruit qui vient de me... Et la vitesse est quasiment constante ici. Elle est horizontale. Et ça, on ne sait pas l'expliquer. Ça n'a aucun sens. Ce qu'on observe de nos galaxies, toute la matière qu'on arrive à observer, la lumière, etc., qui témoigne de les objets qui la composent, donc tout ce qu'on observe avec nos télescopes, ça nous dit, il y a tant d'étoiles, il y a tant de gaz, il y a tant de poussière, il y a tant de machin. C'est toute la masse qu'on arrive à observer ne permet pas d'expliquer ce comportement-là. Nos galaxies ne devraient pas tourner comme ça. Alors là, c'est accéléré, Un tour, c'est 250 millions d'années. Mais avec l'effet Doppler, ce décalage vers le rouge, on arrive à voir les vitesses
de déplacement des étoiles. Donc on sait mesurer ces vitesses-là. Et ça ne fait aucun sens. La matière qu'on observe avec nos télescopes ne permet pas d'expliquer ce comportement qu'on observe. C'est pas une théorie haute, on voit ça. D'accord? Et ben qu'est-ce qu'on a fait? On a dit il manque de la matière. On va l'appeler la matière noire. Voilà. C'est vraiment ça qui s'est passé. Ce qu'on voit ne correspond pas à notre physique. Qu'est-ce qu'il faut dans nos formules mathématiques qu'on change pour que ça corresponde à ce qu'on observe? Il faut rajouter plein de masse. Et si on rajoute plein de masse, en facteur 5, je vous rappelle, la matière baryonique, toute la matière qu'on connaît, c'est 5%. La matière noire, c'est à peu près 27%. Il y a un facteur 5 entre les deux. Donc il manque beaucoup de masse qu'on ne voit pas pour expliquer ce comportement-là des galaxies. Donc il manque de la matière invisible qui n'interagit à travers aucune force des 4 forces fondamentales, sauf la gravitation, à travers sa masse. Donc il y a de la matière qui a une influence gravitationnelle sur la galaxie, ce qui explique sa dynamique, mais cette matière n'interagit pas avec la lumière. On ne peut pas la voir. Elle émet pas de lumière, elle absorbe pas de lumière, elle réfléchit pas de lumière, elle ne diffracte pas la lumière. Oui? Excusez-moi, est-ce qu'il y a un trou noir au centre? Alors, il y a des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. C'est ce qu'il y a tout. Alors non, c'est pas le trou noir qui fait tourner la galaxie. Ce qui fait tourner la galaxie, c'est qu'au moment où elle s'est formée, en physique, il y a une loi qui s'appelle la conservation du moment cinétique. C'est que quand vous compactez un objet, il va se mettre à tourner. C'est une forme de conservation de l'énergie. Et en se mettant à tourner, il va se mettre également à s'aplatir. D'accord? C'est pour ça, comme ça que les systèmes planétaires se forment. Quand vous avez un nuage de gaz et de poussière qui s'effondre sur lui-même, ça donne une étoile au centre. Puis le reste de la matière, en s'effondrant, il se met à tourner. Et ça forme ce disque des systèmes planétaires. Et c'est pour ça qu'à peu près toutes les planètes tournent dans le même sens, etc. Que c'est à peu près plat. À peu près, Il y a des variables, il y a des variantes, mais l'idée, c'est ça. C'est pareil à l'échelle d'une galaxie. Donc c'est pas la présence du trou noir qui fait que ça tourne. Le trou noir, c'est une conséquence du fait qu'il y a beaucoup d'étoiles au centre et qu'à force d'être proches les unes des autres, il y en a qui se rentrent dedans. Et puis, s'il y a un trou noir au départ qui existait parce qu'une première étoile est morte et a donné un trou noir, à force, il absorbe de la masse et puis il devient de plus en plus grand. Donc, il y a des trous noirs au centre des galaxies. Un trou noir supermassif, on pense en chaque galaxie. Mais c'est une conséquence d'absorption de matière au cours du temps. C'est pas ça qui fait que ça tourne. Oui. Pour vous rassurer, oui. Ok. Le système solaire, il est dans une spirale. Ouais, il est par là. Je vous montre. Dans la simulation de notre galaxie, nous, on est à peu près par là. On est à mi-chemin entre le centre et la périphérie. D'accord? Ça vous rassure pourquoi? Vous savez, parce qu'on est... Ah, on est loin du trou noir. Oui. Ah oui. On est loin du centre. Oui, on est loin du... Ouais, alors, si on était proche du centre, ce serait pas grave. Quand c'est très proche du centre, ce serait plus embêtant. C'est-à-dire proche du trou noir supermassif, là, c'est embêtant. Mais c'est pas le cas. Nous, on est vraiment en périphérie et on est dans un des bras spiraux. Alors, vous avez vu, il y a des bras principaux, des petits bras secondaires. Et en fait, les statistiques font que ça fait sens qu'on soit là, parce que c'est dans les bras spiraux qu'il y a plus de naissance d'étoiles. Parce qu'il y a plus d'étoiles, il y a plus de concentration de nuages de gaz et de poussière, donc il y a plus de chances que ces nuages ils s'effondrent et ils forment des nouvelles étoiles. Voilà. Donc nous, on est loin du centre. On va pas s'en rapprocher, il n'y a aucun souci. Bientôt, on va rentrer dans une autre galaxie, mais ça, c'est pas grave. Vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé. Donc, en résumé, la matière noire est une solution mathématique à une observation qu'on fait, qu'on n'arrive pas à expliquer. On a fait d'autres observations qui vont dans ce sens-là. C'est des images de ce style, je vous en ai déjà montré plusieurs, sont des images, là on a quasiment que des galaxies, on en voit très bien, certaines elles sont très belles. Je te même de mettre la loupe. Ok, là, bon, ah non, normalement c'est mis. Ah c'était bon, on prenait. Voilà, là-haut, là, on la voit bien, une jolie galaxie ici, il y en a plusieurs, là. On voit, elles ont des formes un peu différentes. On voit que certaines renvoient une espèce d'arc bleu très étiré. C'est pas un objet qui a cette forme-là. C'est un objet, cet arc bleu qu'on voyait, en fait c'est une galaxie qui a une forme normale, sauf que il y a un effet d'optique sur le parcours de la lumière entre cette galaxie et nous, qui fait que ça déforme l'image de cette galaxie. Et qu'est-ce qui déforme l'image de cette galaxie? Eh bien, en partie, c'est que cette galaxie elle est très lointaine et ces objets qu'on voit là plus proches de nous,
eh ben, ils ont une influence gravitationnelle, ils déforment l'espace-temps autour d'eux, et donc la lumière qui vient de cette galaxie, quand elle passe à proximité de cette courbe de l'espace-temps, bah, elle est déviée. Et donc ça déforme la galaxie. Et le problème, c'est que ces déformations qu'on observe là, si on modélise en 3 dimensions les différents objets qu'on observe pour se mesurer leur distance, donc on sait dire, voilà, bah, à telle distance, il y a ce gros machin là qui fait à peu près telle masse là, parce qu'il est comme ça, on sait qu'il fait telle masse. Un peu plus loin, il y a celui-ci, il est un peu moins massif, machin. On les place, on passe notre galaxie bleue là tout au loin, puis on simule la trajectoire de la lumière. Et ben la déformation qu'on observe dans notre simulation ne correspond pas à ce qu'on observe, encore une fois. Notre physique dit, bah non, notre modèle ne permet pas de recréer cette image. Qu'est-ce qui manque? Ben, il manque que les différents objets qu'on a mis entre nous, cette galaxie, sont pas assez massifs. Il faut beaucoup, beaucoup plus de matière que ce qu'on observe pour expliquer cet arc-là de déformation. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'antigravitationnel. Je vous en ai déjà parlé quelques fois. Je vous montre une simulation après. Donc, encore une fois, une image vraie, c'est ce qu'on observe. On n'arrive pas à l'expliquer avec notre physique. Enfin, avec notre physique, oui, mais il n'y a pas assez de matière visible. Donc, on doit rajouter plein de matière dans les formules pour recréer cette image. Matière noire. Oui. On les achève Einstein. Alors, les Einstein, c'est une configuration bien particulière où, en gros, on a un alignement parfait qui fait que c'est pas juste un arc de cercle, mais c'est un anneau complet. Ça, c'est... Non, ça, c'est un arc partiel, ouais. Les anneaux Einstein, c'est vraiment qu'il y a un alignement parfait qui fait que l'objet qui est en fond fait un anneau complet autour. Mais c'est le même phénomène. Hein. Ouais. Dans la théorie de la relativité, il avait prévu Oui. ça. Ouais. Et ce mouvement. Alors, dans la théorie de la relativité, il avait prévu que il a émis l'hypothèse de son concept d'espace-temps. Il a dit, bah, si on évolue dans un truc qui s'appelle l'espace-temps et qui explique la gravitation et que la lumière évolue en ligne droite dans cet espace-temps, alors, si j'ai un objet qui est entre moi et un autre objet plus loin, puis cet objet est très massif, et puis la lumière qui arrive, elle suit l'espace-temps, bah, elle va être déviée. Donc il a prédit qu'il y aurait cette déviation, il y aurait cette déformation de l'image. Et ça a été confirmé par l'observation. Mais à la base, effectivement, c'est une expérience de pensée d'Einstein. C'était purement une théorie mathématique. Et ça a été confirmé par l'observation. Les premières confirmations, c'était au début du XXe siècle. Pas très longtemps après ces publications, c'était en Afrique. Je vous en ai déjà parlé, un mathématicien anglais, Eddington, qui était descendu voir une éclipse totale en Afrique et qui avait mesuré la position des étoiles proches du Soleil pendant l'éclipse. Et il avait comparé ça à la même cartographie, mais quand il n'y avait pas le Soleil. Et il a vu que c'était décalé, que la position d'étoile était décalée à cause de la présence du Soleil pendant l'éclipse. Donc cette lumière d'étoile était déviée par la présence du Soleil, par sa gravitation, alors que lorsqu'il n'est pas là, bah, ces étoiles étaient placées un peu différemment. Et c'est pas les étoiles qui ont bougé, c'est que la présence du Soleil a déformé l'espace-temps, et donc la lumière de ces étoiles a été courbée. Voilà. Donc c'est une théorie qui a été confirmée par l'observation, ouais, tout à fait. Et donc, grâce à ce genre d'image-là, on arrive à... Et vous me posiez la question au début, comment on voit l'invisible, au début, avant la conférence. Comme ça. On a des images d'objets visibles, des phénomènes optiques qu'on n'arrive pas à justifier avec ce qu'on arrive à voir. Et donc, on arrive à modéliser la répartition de cette matière invisible pour faire en sorte de coller avec l'image. Et donc, au final, avec ce genre d'image, on arrive à créer des cartographies en 3 dimensions de comment devrait être répartie cette matière invisible pour expliquer cette image-là réelle. Donc on arrive à voir l'invisible indirectement. On déduit que il faudrait de la matière noire un peu par là, en telle quantité, pour justifier cet effet de l'antigravitationnel. Puis si on fait ça un peu dans toutes les directions, on arrive à recréer autour de nous la répartition de cette matière invisible. Mais on la voit pas. On sait même pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est. Pas du tout. Une des hypothèses sur la matière noire, c'est que ce serait un certain type de neutrinos. Ce que je vous ai dit, les neutrinos sont des particules qui ont une masse extrêmement faible, se déplacent presque à la vitesse de la lumière et n'interagissent quasiment pas avec les autres forces, avec la matière. Du coup, on se demande si la matière noire ne serait pas un type de neutrino qu'on ne connaît pas. Et c'est une des hypothèses parmi les différentes hypothèses. Mais c'est une Oui, mais cette matière noire, alors justement, ce serait une version lente. Ça pourrait être une version lente des neutrinos. Par la vitesse. Ouais. Une des hypothèses, il y en a plusieurs. Donc voilà. Mais oui. Mais bonne remarque, effectivement. Ouais.
Donc, ben voilà, la matière noire, ça devrait être des particules froides, donc lentes, et sans interaction avec la matière via les différentes forces qu'on a évoquées au début. Donc, un autre type de neutrino pourrait être une solution à cette matière noire. Mais voilà. La matière noire, elle permet aussi d'expliquer la structure de notre univers. Notre univers, si on regarde à très 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 grande échelle, les galaxies, elles sont pas réparties de manière uniforme, elles sont réparties sur des espèces de filaments, comme ça ressemble à une espèce de soit une toile d'araignée en 3 dimensions, soit un réseau neuronal, soit il y a une structure. Et l'existence de la matière noire permet d'expliquer ça. Si on n'a pas la matière noire, on n'arrive pas à expliquer que l'univers se soit organisé de cette manière-là. Avec les modèles de gravitation, on n'arrive pas à recréer ça sans avoir de la matière noire. Sans avoir 5 fois plus de matière que ce qu'on voit, encore une fois. Il me reste 5 minutes. Il faut que je parle d'énergie noire parce que sinon j'ai menti. Alors, je vous ai dit donc 5% de matière baryonique, c'est ce qu'on connaît. 25, 26, 27% par contre de matière noire, on ne connaît pas, puis on voit un peu les conséquences de ce truc. Et 70% d'énergie noire. Alors, c'est quoi cette énergie noire? Pourquoi on parle de ça? Avec ce fond diffus cosmologique et ces différentes fluctuations, on en a déduit qu'il y avait l'expansion de l'univers. C'est pour ça que ce fond diffus cosmologique, maintenant, il est très froid, lumière, très basse énergie, tout ça. Donc l'univers a grandi. Ce qu'on a montré tout à l'heure on parle de l'énergie noire, et ce qu'on a montré tout à l'heure avec cette histoire de gâteau au raisin, donc ceux qui n'étaient pas là, du coup, vous voyez à quoi il ressemble, ce gâteau au raisin. Il permet d'illustrer donc cette expansion de l'univers où plus on regarde loin, plus ça grandit vite. Ça s'éloigne vite de nous. Et bien là, on avait des vitesses constantes. D'accord? Ce raisin-là, en centimètres de mou, il s'éloigne à 2 cm/h de manière constante. En réalité, ce qu'on observe, c'est que normalement, ce raisin, dans nos observations, en fait, il ne s'éloigne pas à 2 cm/h de manière constante. Mais au début, il s'éloigne à 2 cm/h, puis un peu plus tard, en fait, il est à 2,1 cm/h. Puis un peu plus tard, il est à 2,3, puis un peu plus tard, il est à 3 cm/h, puis etc. Donc en fait, non seulement plus on regarde loin, les objets s'éloignent vite, mais un objet défini, sa vitesse d'expansion augmente de plus en plus, et de manière exponentielle. Donc on n'est pas dans une expansion linéaire de l'univers, comme on verrait ici à gauche, on est dans une expansion accélérée. C'est ce qu'on constate. On constate que notre univers, il grandit de plus en plus vite. Et là, il y a un gros problème. C'est pas explicable par la physique qu'on connaît. Normalement, une physique dit, dans l'univers, voilà les 4 forces qu'on a discutées ensemble au début. La force nucléaire forte, c'est à l'échelle du noyau, on s'en fiche. Nucléaire faible, pareil. Électromagnétique, globalement pareil. La gravitation, elle dit quoi? Elle dit, c'est une force qui est assez faible, mais elle a une portée infinie. Donc tout objet qui a de la masse subit la gravitation. Et la gravitation, c'est une force attractive. Ça rapproche les objets massifs les uns des autres. Et comme elle a une portée infinie, n'importe quel objet dans l'univers subit la gravitation de n'importe quel autre objet. D'accord? Le problème, c'est que si on considérait seulement ça, l'expansion de notre univers devrait ralentir au cours du temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les objets, cette vitesse d'expansion qu'il y avait au départ, parce qu'on a libéré énormément d'énergie, etc., à force, les objets devraient quand même se rapprocher. Ralentir, puis se rapprocher. Et éventuellement, une des hypothèses, c'est ce fameux Big Crunch. L'inverse du Big Bang. C'est l'univers, il se réeffondre sur lui-même. À cause de la gravitation. On observe l'inverse. Il y a une énergie mystérieuse qui, non seulement continue à faire grandir l'univers, mais le fait grandir de plus en plus rapidement. Va vraiment à l'inverse de l'action de la gravitation. Énergie mystérieuse, on s'est dit qu'on allait l'appeler l'énergie noire. Alors, comme la matière noire, mais l'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas quelle particule est son vecteur. On se rend compte que ça représente une grosse portion du bilan énergétique de notre univers, 70%. Et c'est ça qui permet d'expliquer l'état actuel de notre univers. Si on n'avait pas créé cette solution mathématique, on n'aurait pas expliqué pourquoi l'univers est dans son état actuel. D'accord? Mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, comment on s'est rendu compte de cette expansion accélérée? Vous allez me dire, mais comment on sait que ça va de plus en plus vite alors qu'à notre échelle, on ne voit rien bouger? L'effet Doppler, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on voit les trucs se décaler vers le rouge, et on se rend compte que plus on regarde loin, plus ces trucs ils se décalent vers le rouge, mais ils se décalent beaucoup trop vite vers le rouge par rapport à ce qui devrait être dans nos modèles d'expansion. Et ça colle pas. Oui. Vous avez bien expliqué pourquoi l'univers s'est refroidi.
Maintenant, il est à 2,7 degrés Kelvin. Ouais. S'il se refroidit un peu plus vers le zéro, peut-être c'est le retour. Ah bah, c'est une des hypothèses. C'est qu'au bout d'un moment, il va arriver à une température trop basse. Et puis, il va se réeffondrer. Le problème, c'est que cette énergie mystérieuse continue à le faire grandir. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, vu que l'univers refroidit, au bout d'un moment, il va devenir tellement froid qu'il y aura une... Déjà, l'énergie noire domine le bilan énergétique, 70%. Bah, en fait, plus l'univers grandit, plus l'énergie noire prend une part importante de ce bilan énergétique. Parce que l'univers devient de plus en plus grand, ça accélère, donc ça veut dire que cette énergie noire, elle est constante, voire de plus en plus présente. Et à l'inverse, l'univers refroidit parce qu'on éloigne tous les uns des autres. Les étoiles émettent leur lumière, mais cette lumière, elle est diluée dans de plus en plus d'un volume de l'univers qui grandit. Donc à force, bah, la matière va devenir complètement insignifiante par rapport à la part d'énergie noire. Voilà. Encore une fois, nous, on est à un instant donné, on disparaît bientôt. Plein de raisons différentes, on va disparaître. Il ne faut pas se leurrer. Soit à cause de nous, soit à cause d'un astéroïde qui nous tombe dessus, ou peu importe. Et en 2029, il y a un gros astéroïde qui passe pas loin. Vous êtes au courant? Apophyse. Qui fait 200 ou 300 mètres d'envergure, et il passe très très près. A priori, il touche pas. Mais il passe à 30 000 km. C'est 1/10 de la distance Terre-Lune. Donc c'est tout près. Mais c'est vraiment tout près. Vous avez une flèche qui vous frôle la tempe, quoi. Mais, a priori, on connaît bien les trajectoires et il touche pas. Et ce serait pas un événement cataclysmique s'il touchait. Ce serait pas cool, mais pas cataclysmique comme la comète et les dinosaures. Mais bon, donc il y a plein de choses qui vont faire que l'espèce humaine va disparaître bientôt. Bientôt à l'échelle de l'univers. Donc ça peut être dans quelques centaines d'années, dans quelques milliers d'années. Est-ce qu'on s'autodétruit? Est-ce qu'il y a un super volcan qui explose? Est-ce que, voilà, il y a plein de choses, une nouvelle ère glaciaire, voilà. Mais à notre échelle, à nous, l'augmentation de la vitesse de l'expansion de l'univers, ça n'a pas de conséquences. Aucune conséquence. D'accord? Mais à l'échelle de l'univers, bah, on ne sait pas ce que ça va donner. D'accord? Si j'arrive au bout rapidement, dernier point qui a été... il y a plein de choses qui ont été déduites de ce fond diffus cosmologique. Vous avez vu, c'est la base de notre discussion d'aujourd'hui. On a pu déterminer à peu près la géométrie de l'univers. On va me dire, ça veut dire quoi la géométrie de l'univers? C'est bizarre. On a déterminé qu'il avait au départ une géométrie fermée, puis a priori là, c'est devenu une géométrie plate. Et je fais 30 secondes. Une minute. 2 minutes. 1 minute 30. Alors, la géométrie de l'univers, il faut aller très vite. Voilà les 3 possibles géométries de l'univers. Alors là, c'est des versions simplifiées en 2 dimensions. À plat sur l'écran, mais en 3 dimensions. Et en fait, l'univers, il est plus complexe que ça. Imaginez, vous êtes sur Terre. La Terre, c'est une sphère. D'accord? Vous dépassez la surface de la Terre. Pour vous, là, la Terre, ça apparaît être un truc plat, en 15 dimensions. Puis, quelle que soit la direction que vous prenez, au bout d'un moment, si vous avancez dans une direction, on imagine que vous pouvez marcher sur l'eau, vous ignorez les montagnes. Vous marchez tout droit. Au bout d'un moment, vous revenez à votre point de départ, vous êtes d'accord? Si vous continuez à avancer, bah, vous allez tourner indéfiniment. Vous tournez indéfiniment, vous n'allez jamais rencontrer la fin de la Terre. Mais pourtant, vous restez dans un espace délimité. La Terre, elle a un volume limité. C'est une surface courbée refermée sur elle-même. Donc vous pouvez évoluer à la surface de la Terre indéfiniment, et pourtant la Terre n'est pas infinie. Bon, bah c'est une des géométries possibles de l'univers, sauf que c'est pas une surface en 2 dimensions refermée sur elle-même, c'est une surface en 3 dimensions refermée sur elle-même. Donc ça voudrait dire quoi? Si notre univers avait cette forme-là, sphérique fermée, vous allez tout droit, quelle que soit la direction que vous prenez, au bas, gauche, droite, comme vous voulez. Et au bout d'un moment, vous allez revenir au point de départ. Bon, au bout d'un très bon moment, mais ça voudrait dire ça. A priori, c'est pas le cas. La version qu'on considère aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est qu'on a un univers qui au départ était fermé, au tout départ, l'ère de Planck et tout ça. Et puis l'expansion a tellement déformé l'univers que, à grande échelle, il s'est retrouvé plat. Et en gros, on pense aujourd'hui que notre univers est un univers avec une géométrie plate infinie. C'est-à-dire que vous partez tout droit, vous n'allez jamais rencontrer la fin de l'univers, mais vous n'allez jamais revenir au point de départ. Et j'avais 30 secondes pour vous le dire, alors j'ai vraiment fait des raccourcis. Mais dans les grandes lignes, c'est ce qu'on considère aujourd'hui. Notre univers, a priori, est infini, ne se referme pas sur lui-même, et bah, ça pose plein de questions. Il y a quoi après, etc. Bah, se poser la question, il y a quoi après? Quand on parle de l'univers, ça fait pas beaucoup de sens, parce que par définition, l'univers, c'est ce qui contient tout ce qui existe. Donc, qu'est-ce qu'il y a après? Bah, après, il n'y a rien. Il n'y a pas d'espace, de temps. Ça n'existe pas, ces notions-là. Elles existent qu'au sein de l'univers. Donc, bah, on commence à émettre ces histoires d'univers parallèles et tout ce genre de choses. Là, on est vraiment dans de la physique ultra théorique.
les dimensions parallèles, les dimensions spatiales plus importantes. Notre univers, pour expliquer notre univers actuel, il y a des théories qui nécessitent 13 dimensions spatiales, par exemple. On a 3 dimensions dans lesquelles on évolue, nous, à plat, et puis on peut monter et descendre si on a des ailes ou en avion. Et certaines théories mathématiques ont besoin de 13 dimensions spatiales pour expliquer le fonctionnement de notre univers. C'est sur la théorie des cordes et tout ça que vous avez déjà entendu parler. Voilà. Notre cerveau ne peut pas se représenter ça. Déjà, 3 dimensions spatiales, il y a plein de gens qui ont du mal dans leur tête à faire tourner un objet en s'imaginant dans leur tête. C'est pas évident déjà à faire. Imaginez 4 dimensions spatiales, on oublie. 13, voilà. Donc, ce qui nous limite au final dans la compréhension de notre univers, et ça va assez bien avec ce pourcentage-là, on est limité par ce qu'on arrive à observer. Tout le reste, c'est invisible. Et on est limité par ce qu'on arrive à concevoir, à imaginer comme solution possible. On est limité par les capacités de notre cerveau, au final. Notre cerveau a beaucoup de capacités, ce qu'on a pu faire, mais on arrive à un stade où ça fait plus aucun sens, on n'arrive pas à se représenter les choses et ça devient inexplicable. Donc, on a fait plein de progrès en physique globalement, en sciences, depuis quelques centaines d'années, mais on va arriver à un stade où on aura beaucoup plus de questions que de réponses. À chaque fois qu'on conçoit un nouvel instrument, qu'on conçoit un nouveau modèle, etc., on répond à une ou deux questions qu'on s'était posées, qui justifiaient la conception de cet instrument, de ce détecteur ou autre, mais on génère 100 fois plus de questions. Donc c'est ça qui est à la fois frustrant et passionnant avec la science. On reste globalement ignorant. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas peur de vous dire, je sais pas, quand vous me posez des questions, mais j'essaie de vous donner des pistes par rapport à ce qu'on sait déjà. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais à la base, et voilà. À la base, je voulais vous finir la conférence de la dernière fois aussi. Mais voilà. Il a fallu 2 heures pour faire juste celle-ci. Merci beaucoup en tout cas pour vos questions. Et puis on se voit au mois de janvier. On verra si j'arrive de ce que j'ai enregistré, s'il y a moyen de la mettre disponible si vous voulez la réécouter. Ce sera pas comme d'habitude, mais voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un like et un commentaire si cela vous a plu. Au plaisir de vous revoir très bientôt.